Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Eh ben, bienvenue dans Star Wars en direct. Aujourd'hui, je suis accompagné de Fabien. Salut Fabien. Salut Seb. Et de Paul Bragard de Might in Box, qui est un peu notre invité de la semaine. Salut Paul. Salut Seb. Salut Fabien. Et voilà, puis moi vous avez reconnu ma voix, je suis Sébastien Galano. Et aujourd'hui, on va profiter de cette période un peu nostalgique de Célébration Chicago et cette période où toutes les conventions sont annulées pour vous faire un point sur l'évolution des événements au fil des années. Donc là, on est le 17 avril. Le San Diego Comic Con vient d'être annulé. Génération Star Wars de Science-Fiction est déjà annulée, ça vous le savez, mais Fabien va nous expliquer qu'il va y avoir une 2.0 qui va sortir très vite. Et Célébration n'est pas encore annulée, mais je pense que d'ici là, au moment où vous allez écouter cette émission, ce sera annulé. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça le sera, je pense, sans aucun doute. C'est pas complètement officiel, on va dire. Quand même. Ouais, je pense, parce que là, tous les feux sont au vert pour dire, sont au rouge, j'ai envie de dire, pour dire ça n'aura pas lieu. On se fait un petit WhatsApp rapide avant de se lancer. Quoi neuf du coup, toi Fabien, niveau Star Wars? Je suis pas mal occupé parce que on va en parler un peu plus, mais donc là on est en train de préparer une version en ligne de la convention de QC et je suis pas mal investi et impliqué dans cette version en ligne, donc ça m'occupe beaucoup dernièrement. Puis sinon j'ai fait des pins perso, j'ai fait un design de pins que j'ai reçu, des pins de Wicked, fait que ça c'est mon actu en ce moment. Ouais. Et toi Polo? Et moi en période de confinement, ma collection est un peu en stand-by, mais j'avais reçu un sabre laser de Galaxy Edge juste avant le confinement, le week-end d'avant, et puis sinon je me suis un peu mis au Lego comme je suis coincé chez moi. Voilà. J'aime bien je me suis mis un peu au Lego, le mec, ça fait comme des années qu'il est ambassadeur Lego. Je viens juste de me mettre au Lego, là j'en ai 2-3 qui je me suis mis à ouvrir mes boîtes perso à moi. D'accord. Ah, tu commences à ouvrir, c'est bien. C'est bien, parce que les Lego, ça s'ouvre. Moi de mon côté, pareil, mes collections c'est total stand-by. Et ce qui est pas plus mal pour les économies. Du coup j'ai du temps pour faire des podcasts. J'ai jamais été aussi actif pour faire des podcasts. Et j'ai également fait un petit reportage sur la fabrication des figurines Hasbro Black Series. C'est disponible sur la chaîne de Planète Star Wars. Et on retrouve une interview des concepteurs et responsables de Hasbro qui nous expliquent comment ça fonctionne tout ça. Voilà. Avant de lancer notre sujet principal, on va dire un petit merci à nos partenaires, à savoir siteclan.net, mightinbox.net, planetstarwars.com, Génération Star Wars et Science-Fiction, StarWarsUniverse.com, Star Wars Holonet et Star Wars Geeks Québec. Voilà. Et bien tout de suite, on part en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Eh bien, lançons notre sujet principal, à savoir un peu l'histoire des conventions au fil des années. On va faire 2 grosses parties. Une première partie, on va se consacrer aux événements français. Et la deuxième partie, on va se consacrer aux événements qui ont lieu en outre-Atlantique, donc au Canada et aux États-Unis. Alors vous, petit tour de table, c'était quoi la date de votre première convention ? Je vais commencer. Moi, ma première convention, ça sera pas une surprise, c'était QC. Et c'était en 2003, donc l'année où il y a eu pour la première fois un guest qui a été invité, puisque Jérémy Bullock, qui était le premier guest, avait été invité à QC. Et c'est là que j'ai commencé à mettre un pied dans le monde des conventions et que j'en suis jamais vraiment sorti depuis. Et toi, Polo ? Et moi, c'était un peu tard, c'était à Star Wars Réunion 2.
Je connaissais encore pas du tout ce monde-là et j'étais allé tout seul à Star Wars Réunion, je connaissais personne. Et vous y étiez tous pourtant. Ah bah oui, on y était tous. Et, Non, moi j'étais pas à la deuxième. J'étais à la première, mais je suis pas allé à la deuxième. Je pouvais pas. Et moi, je crois que c'était en 2002 et c'était un collector rendez-vous Salvagram à Paris. Ce qui me fait une excellente transition pour dire voilà l'avènement un peu des conventions en France et des salons, c'était vraiment toute fin des années 90, vraiment début des années 2000. En fait, toute la période qui entourait la prélogie. On vous en parlait dans l'émission des années 2000 justement avec Sylvain et Henri. Et à ce moment-là, c'était déjà surtout à Paris. Et c'était généralement des boutiques spécialisées comme Arkham ou Pulps qui organisaient des conventions dans des salles parisiennes et qui fait venir des acteurs. Et Startoy aussi pour les Startoy. Startoy, ouais, exactement. Avec les Star Day. Donc il y avait Arkham qui faisait les Collector Rendez-vous, donc Startoy qui faisait les Star Day, et il y avait Pulps qui faisait. Alors il y a eu les Pie Comics Expo, il y a eu les Paris Jouets Collection. Enfin il y a plein de noms alambiqués qui sont sortis parce qu'en fait on n'a pas le droit de dire le mot Star Wars dans le nom d'une convention si c'est pas une convention officielle. La parisienne qui faisait les Star Day. Toy Star, c'était Toy Star, c'est pas Star Toy. Ouais, c'était pas Star Toy, c'était Toy Star. Effectivement, merci. On était pas loin. Et du coup, c'était l'occasion, Juste, excuse-moi de te couper, ouais. juste un mot, parce que tu as dit on n'a pas le droit d'avoir le nom Star Wars dans une convention, sauf nous, sauf vous, QC. Oui. En fait. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais en fait, je veux parler de ça juste pour autre chose. Il y a eu aussi en 2008 ou quelque chose comme ça, une convention en province vers Metz qui devait s'appeler le C3 Police, le C3 Police en fait, parce que le cinéma s'appelait le Cinépolis, je pense, un truc comme ça. Et ils ont dû annuler la convention ils ont dû rechanger tout le branding de la convention à 3 semaines, un mois avant, parce que tout était basé sur le terme C3PO, et pour des questions de légalité dans le nom, ils ont dû changer tout en fait. Donc ils avaient déjà imprimé tous les flyers, les affiches et tout, et au final je sais plus comment c'est devenu le Studio Police. Il y en a eu deux éditions. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc c'était juste le petit aparté par rapport au nom et à la question légale en fait des noms des conventions. Ouais. Et du coup, le principe généralement de ces deux conventions, il y avait 3 grosses activités, on va dire. La première, c'était rencontrer les acteurs et faire des dédicaces. C'était pour la plupart d'entre nous l'occasion de rencontrer pour la première fois des acteurs de Star Wars. Alors généralement, c'était des acteurs secondaires, à moins que ce soit un personnage casqué comme Dark Vador, Dave Prose, où c'est un personnage important. Mais voilà, vu qu'il est casqué, c'est pas non plus Harrison Ford et Mark Hamill. Mais je pense qu'on a tous commencé un peu nos collections de dédicaces comme ça. Et c'était la douce période où généralement au niveau des prix, c'était une vingtaine, c'était 20 € généralement la dédicace. Et on pouvait faire bien sûr une photo avec l'acteur gratuitement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et on pouvait même faire signer gratuitement des feuilles blanches. Moi je me souviens à Créé Park au Collector Rendez-vous, il m'avait signé une figurine de Dark Maul et je lui avais demandé si vous pouvez m'en signer une note sur une feuille blanche, vu que c'était pas sur un prodeur Star Wars. Ah, il n'y a pas de problème et tout. Ce qui aujourd'hui est inconcevable. Voilà. La deuxième activité qu'il y avait dans ces conventions, c'était les boutiques. Généralement, il y avait plein de boutiques qui venaient et c'était vraiment le royaume des bonnes affaires parce qu'on avait déjà plein de produits collector à des prix assez bradés et il y avait aussi des produits qui n'étaient pas encore disponibles en boutique, donc on les avait en avant-première et ça c'était très sympa. Et la troisième grosse activité, je dirais, c'était le cosplay. Alors moi je suis pas du tout cosplay, mais voilà, c'était vraiment l'occasion pour toutes les personnes qui ont des costumes de se montrer, de défiler, voilà. Ça a été un peu le début en fait de l'avènement de la 501 en France, mais aussi de ce qu'il y avait avant la Rebelle Légion, ce qui s'appelait la LCF, qui était la Ligue costumée des fans français, je pense, quelque chose comme ça, qui était des forums. Puis en fait c'était les seuls événements. Puis je rajouterai un point sur tes 3 points. C'est le 4e point, c'était surtout aussi de se retrouver en fait. Vous en avez parlé beaucoup avec Sylvain et Henri dans ton émission sur les années 2000, mais c'est vraiment l'époque où il y avait les gens se retrouvaient sur les forums et tout ça, donc c'était l'occasion parfaite en fait de se retrouver, que les gens qui se connaissaient via les forums puissent se retrouver en fait, donc costumés ou pas d'ailleurs. Moi c'est la réaction que j'ai eue la première fois que j'ai fait une convention. Je me suis dit mais en fait je suis pas tout seul,
il y a plein d'autres gens comme moi prêts à partager ça, quoi. Ça, c'était quand même une forte impression pour moi. On va parler maintenant, je pense, de la Convention française qui a duré le plus longtemps et qui dure encore sur le long terme. C'est bien évidemment Génération Star Wars et Science-Fiction que les habitués appellent tout simplement QC. Et Fabien, toi, vu que tu fais partie des héritiers de la Force qui organisent cette convention, bah voilà, je te laisse la parole pour un peu nous expliquer toute l'évolution qu'il y a eu sur cet événement depuis 99 jusqu'à nos jours. Ouais, bah je vais commencer un peu pour parler de QC. Paradoxalement, je vais reparler un peu de ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire des premières conventions qu'il y avait sur les boutiques. Là, tu l'as dit, c'était principalement des événements qui étaient centrés sur Paris, en fait. Il y avait principalement finalement quand même des petits événements, dans le sens que c'était pour l'occasion dans une boutique pour faire venir un peu de monde, pour revendre un peu de stock, etc., quoi. Mais c'était surtout principalement sur Paris. Donc après, petit à petit, il y a eu quelques événements qui ont commencé à arriver un peu à droite à gauche en dehors de la capitale. Et donc en fait nous, donc pour QC, c'est né en 1999, c'est juste donc avant la sortie de l'épisode 1 qui était prévu en octobre en France. En fait il y avait il y avait 2-3 fans qui se connaissaient un petit peu sur la région de Vichy et de QC, qui ont décidé en fait de faire juste une expo en fait pour célébrer la sortie des films, enfin la sortie de l'épisode 1, et en faisant un petit peu de pub par-ci par-là, tout ça. Puis en fait il y a eu tellement de monde qu'ils ont décidé de recommencer, donc c'était juste une expo de collectionneurs à la base. Avec, je pense qu'il y avait une boutique parce qu'ils avaient un de leurs amis qui vendait, qui avait une petite boutique de toys, donc qui a amené une table et tout pour les visiteurs. Puis finalement, de fil en aiguille, c'est devenu petit à petit une association qui a grossi, puis on est passé d'une petite salle à un espace complet, en fait, une salle des fêtes, quoi, entre guillemets, communale, puis finalement à apprendre à rajouter des chapiteaux, et puis finalement à rajouter un deuxième espace, puis de passer d'une petite association qui a été créée par 4 ou 5 membres, je me rappelle plus exactement, à maintenant une centaine de membres au jour d'aujourd'hui. Donc ça fait comme 21 ans maintenant que ça existe. On en est, ça sera la potentielle 22e édition cette année, mais on va en reparler encore après. Je sais pas si on peut appeler ça une 22e édition, mais voilà, en fait, c'est un peu aussi plus qui pouvait se rapprocher de l'idée d'une convention actuelle par rapport aux événements. Quoique, enfin, moi je suis jamais allé aux événements comme l'Arkham, ceux d'Arkham, j'avais été au Star Day, mais pas ceux d'Arkham. Je crois que ça faisait quand même assez convention aussi, dans le sens qu'il y avait des stands aussi d'expo, pas seulement juste des stands de boutique. Ouais, je te confirme, il y avait un peu d'expo aussi, ouais. Ouais, c'est ce qui me semblait. Alors que nous, à QC, ça a toujours été en fait presque... en fait, c'est la base, en fait, dans le sens que à la base, c'était une expo de collectionneurs, auxquels se sont ajoutées des boutiques, etc. Donc c'est resté. Puis donc, pour reparler un peu de l'histoire du nom, en fait, c'est resté... Comme c'était juste une expo à la base, puis on est une association à but non lucratif, donc que des bénévoles, 100% bénévoles, qui vivons juste grâce aux subventions en fait de la commune et du département, ainsi que aux ventes de tickets de Tombola le jour ou le vente des espaces commerciaux aux boutiques. Mais on fait zéro profit en fait, donc je pense qu'on est la seule encore en activité. Je veux pas dire une connerie, mais je crois qu'on est la seule au monde qui a encore le droit d'utiliser Star Wars. Quand je dis qu'on a le droit, c'est qu'on est plus ou moins toléré par Lucasfilm. On a déjà eu des discussions avec des gens de chez Lucasfilm à ce sujet-là. Ça se peut qu'un jour ils finissent par nous demander d'arrêter, mais le fait par exemple de continuer à être gratuit entièrement l'événement fait qu'ils tolèrent qu'on fasse ça, c'est-à-dire que c'est pas un événement qui est payant à l'entrée, mais aussi le fait qu'on fasse des événements, enfin des levées de fonds caritatives en fait, pour des hôpitaux, notamment pour des espaces jeunesse, en fait, enfin je sais plus comment on dit ça, là, le truc jeunesse dans un hôpital, enfin la partie pour enfants, quoi, fait qu'on joue beaucoup sur l'image, en fait, positive que peuvent amener le fandom pour Star Wars.
Donc maintenant, en fait, comme on commence à être connu, ils osent plus trop nous dire ah bah non, vous avez plus le droit d'utiliser le terme Star Wars, parce qu'ils savent que on a aidé pendant longtemps, au moment où la fameuse période noire, là, où il y avait plus grand chose, on était finalement un des seuls événements en France, puis je pense que Paul va pouvoir en parler aussi. C'était l'événement en fait que la façon que les fans pouvaient continuer à vivre leur passion en fait dans une année, parce qu'il se passait rien en fait. Donc moi je suis resté accroché par Star Wars via la convention. Star Wars. Très peu d'actualité Star Wars, ça permet de se retrouver et justement de parler de Star Wars à fond pendant 2 jours alors qu'il y avait très peu d'actualité. Ouais, puis beaucoup d'entre nous, même au sein de l'association, on a tous connu cette période où on était moins fans, enfin pas qu'on était moins fans, mais on était moins dans Star Wars, et le fait d'organiser l'événement et d'être entre potes, c'était ce qui nous a gardé un peu, qui nous a gardé la flamme jusqu'à ce que... Exactement, ouais. Ouais. Et moi je voudrais rebondir au fait que on parle des événements, mais ce qui est aussi génial, et encore aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, mais j'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a autour de l'événement, que ce soit une célébration ou un QC, on arrive toujours la veille, et puis on se revoit toujours généralement le lendemain, et il y a aussi tout le voyage jusqu'à la convention, et tout ça, ça fait partie intégralement. Ouais, c'est partie intégrante de la convention, quoi. Pour moi, QC, ça commence au moment où je prends le train ou je prends la voiture pour y aller, quoi. Et célébration, ça commence pour moi à partir du moment où je vais à l'aéroport. Et, on a chacun... c'est à côté qui est génial, quoi. On se retrouve. Pour moi, je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens que pour moi la convention de QC, elle commence pas alors avant on commençait le samedi à 13h. Maintenant cette année on était supposé commencer le matin, mais je veux dire pour nous elle commence pas là, elle commence déjà au mois de janvier quand on se rassemble entre nous, mais comme tu dis, enfin je veux dire c'est aussi l'excitation de retrouver des amis que tu vois peut-être 2 fois par an, quoi, de par l'éloignement, etc. C'est aussi la soirée, une fois que en tant qu'organisateur, nous on a les soirées après, puis même quand, enfin tu l'as dit, quand on va aux célébrations, il y a aussi tous les à côté, etc. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur un 4e point qui était vraiment c'est un rassemblement de fans en fait, une convention. Par définition, c'est ça en fait, ce qui fait que ça marche, c'est un rassemblement de fans. Parce qu'avant, moi, tu vois, les conventions, ce qui me motivait le plus, c'était acheter des autographes et des figurines que j'avais pas encore. Et plus le temps passe, et plus je me dis que ça, c'est du bonus. Enfin, c'est pas ça arrive au second plan, mais c'est de se retrouver dans une super ambiance, et on en reparlera après dans la partie célébration, mais c'est d'avoir toute cette adrénaline que t'as pour avoir des annonces, des choses comme ça, et c'est ça qui me motive maintenant, plus qu'autre chose, quoi. Parce que, je déborde sur ce qu'on va dire après, mais voilà, célébration, c'est plus devenu l'endroit où on peut tout acheter, où c'est génial et tout, quoi. Mais voilà, c'est vraiment tout cet à côté, ce côté communion entre fans et qui m'attire vraiment, quoi. Et voilà, ça fait vraiment partie de l'expérience entière, quoi. Faut pas se limiter qu'aux 2 jours de convention et aux heures de fermeture, quoi. Ouais, puis c'est l'occasion de rencontrer des gens qui sont devenus des vrais amis en fait. Oui, voilà. Sans les conventions, je veux dire, il y a un paquet de gens que j'aurais pas rencontrés et que je pourrais pas considérer comme mes amis. Puis vous êtes des bons exemples. Même Paul, entre nous, on arrive maintenant depuis à longtemps, c'est ça. Des conventions, tu vois, c'est ça aussi qui est important. Bah oui, c'est ça. Ouais. Puis, toi, Polo, pour moi, c'est mon mariage. C'est dire. En plus. C'est sûr. Par exemple, c'était un exemple. Non mais c'est un vrai élément fédérateur. Moi je parle par exemple des héritiers de la Force, donc l'association de QC. Pour moi, il y en a beaucoup. Il y a des gens là-dedans que je considère presque comme ma famille en fait, parce que c'est des gens avec qui je parle quasiment tous les jours, et qu'il y a des moments, c'était vraiment plus que des seuls potes en fait, c'était vraiment ça a toujours été certains des amis proches en fait. Et c'est un point, pour moi c'est le point le primordial en fait des conventions. C'est ce qui fait le charme, et puis c'est ce qui fait que généralement les gens reviennent. Puis il y a un des côtés en fait que beaucoup de gens apprécient par rapport à QC, c'est son côté familial en fait, du fait que c'est gratuit, et du coup c'est plus accessible
pour tous en fait, et justement il y a ce côté je paye pas pour rentrer, je peux ressortir, rentrer quand je veux, enfin c'est assez libre, etc. Et du coup ça aide beaucoup pour ce côté familier, enfin ce côté amical en fait, de se retrouver entre potes, etc. Et c'est un des trucs qu'on a toujours voulu garder en fait, l'aspect super familial et gratuit aussi. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent mais pourquoi vous faites pas payer ne serait-ce qu'1 euro l'entrée ou quelque chose comme ça, mais nous on veut pas en fait, c'est symbolique de rester gratuit, puis ça joue beaucoup là-dessus en fait. Après, tu sais aussi, cette ambiance familiale, comme tu dis, permet à des... nous, on est les fans, j'ai envie de te dire, mais il y a des non-fans ou des gens qui habitent la région qui viennent juste à QC pour passer un bon temps et un bon moment, et qui vont être encore plus extasiés devant les cosplays ou les expos, etc. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, contrairement à nous qui commençons à être un peu habitués aussi à voir ce genre de choses, tu vois. C'est un des trucs les plus magiques en fait à QC, c'est de voir le nombre de petits gamins qui ont, je sais pas, entre 4 et 8 ans, quoi, 4 et 10 ans, qui tripent avec des costumes de Storm ou de Kylo Ren ou de peu importe en fait, dans les allées, parce que c'est pas des gens qui vont aller à la Comic Con à Paris ou qui vont aller au PJC, enfin qui sont allés au PJC ou ça a rien à à PCE voir. à Paris. C'est pas du tout le même, ou même à la Japan Expo par exemple, c'est pas du tout le même public en fait. Et d'avoir ça, c'est quelque chose qui est assez, qui pour nous est hyper important en fait. Puis il y a un truc que j'insiste beaucoup, puis il y a encore des erreurs pas plus tard qu'aujourd'hui dans des articles, etc. C'est que souvent les gens, quand ils écrivent le nom de la convention qui s'appelle Génération Star Wars et Science-Fiction, ils mettent pas de S à Génération. Mais pour moi, c'est super important qu'il y ait un S à Génération. Et là, il y a eu un article qui est sorti dans France 3, qui est très bien d'ailleurs, pour parler de la version virtuelle dont je vais parler après. Mais le premier mot, il a pas mis de S à Génération. Mais pour moi, c'est super important qu'il y ait un S à Génération, parce que justement, ça parle à toutes les générations, quoi. C'est vraiment les petits vieux comme les petits gamins qui peuvent profiter et qui vont jamais aller dans une Japan Expo, dans une Comic Con parisienne, quoi. Mais qui peuvent profiter quand même de ce genre d'événement. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez, la convention s'est agrandie au fil des années. Au début, c'était dans un seul bâtiment, maintenant c'est dans 2 bâtiments plus détente, voilà. Et vous avez commencé, enfin là, c'est pleinement fait maintenant, mais à intégrer les communautés de fans différentes pour qu'elles participent aussi. Je pense du coup à Mighty Box, à Planet Star Wars, à Star Wars Universe et d'autres communautés. Tout le monde est parce invité que à participer, et c'est vraiment bien, quoi. Parce que ça revient encore de ce qu'on disait, dans le sens que c'est un rassemblement de fans, quoi. Et qu'est-ce qui représente les fans au quotidien, en dehors des événements ? C'est les sites de fans. Donc avant c'était principalement les forums, maintenant les gens discutent sur les groupes Facebook ou ce genre de choses-là, mais c'est ça qui rassemble les fans aujourd'hui. Donc ça nous semblait important aussi qu'on fasse pas de favoritisme sur certains sites, etc., et que tout le monde puisse s'y retrouver à un moment donné. Donc quand on a commencé à proposer des conférences, parce qu'au début on faisait juste en termes d'animation, on faisait des questions-réponses avec les acteurs qui étaient invités, plus 1 ou 2 concours, genre concours de costumes et quiz traditionnel, qui est toujours ou le concours de Jedi de Dom qui est devenu une institution, ce truc là, quoi. Et mais en fait au moment où on a décidé de commencer à intégrer des panels, donc des conférences, assez rapidement en fait les sites de fans ont répondu présent en fait, en disant bah ouais, mais nous ça nous intéresse en fait, on en a des choses à dire. Puis on voit que c'est des trucs qui intéressent le public, parce qu'en général ces panels là sont toujours bien remplis, quoi. Et c'est le cas par exemple avec Star Wars en direct, c'est un bon exemple, parce que maintenant ça fait un certain nombre d'années qu'on fait un enregistrement live là-bas, et il y a toujours du monde en fait. Et puis c'est bien parce que c'est de toutes les conférences, celle de Star Wars en direct, c'est la plus interactive à chaque fois, quoi. Parce que j'allais dire, tu peux partager avec le public, tu peux échanger, ils peuvent participer, et ce qui n'est pas le cas d'une émission traditionnelle, donc ça change aussi un petit peu de ce qui se passe habituellement. Ouais, mais pour le coup, je sais que ça va me manquer de ne pas faire l'enregistrement cette année. Mais ouais, c'est sûr. Ce serait l'année prochaine. Et tu vois, pour finir sur ce point-là, excuse-moi, un autre truc que je veux souligner aussi, c'est le fait que, par rapport à nos partenaires, en fait, quand on a commencé à grossir, on avait quelques partenaires qui étaient un peu... qui voulaient pas trop s'afficher avec nous, du genre Lego, Hasbro, etc., on vous envoie des lots, mais bon, comme vous n'êtes pas un truc officiel, on veut pas trop s'afficher avec vous. Puis en fait, le fait de voir que on commençait à faire venir des acteurs importants, qu'il y avait des conférences qui se passaient, ils ont fait ah ouais, mais en fait
peut-être que ça peut nous intéresser aussi. Puis maintenant, ils jouent le jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on a chaque année des panels de Delcourt, de Panini. Cette année, c'était prévu d'en faire un avec Pocket, donc avec Lucille de Pocket. Donc, et ça c'est un truc nous, on adore. Puis jamais on aurait pensé ça il y a ne serait-ce que 10 ans de ça, en fait, de pouvoir avoir des panels officiels, en fait, sur des marques qui ont la licence en France. Et ça a été l'occasion, sur certains, de faire des annonces. Alors, ça sera jamais les annonces qu'on peut avoir à la Star Wars Célébration, mais c'est quand même des trucs qui, pour nous sont importants. Quand l'année dernière, Lucille a annoncé l'arrivée de la traduction du roman Ahsoka, ça a buzzé énormément. Puis pour nous, c'est génial, quoi. Oui, ça commence à être c'est un point de rendez-vous maintenant pour les éditeurs, entre guillemets, pour qu'ils puissent faire des annonces auprès des fans directement. Et ça, ça montre l'importance de la convention, quoi. Ouais. Et ce qui est bien avec QC, et ça reste le cas avec QC, et ce n'est plus le cas aujourd'hui dans toutes les autres conventions, qu'elles soient françaises ou américaines, c'est que c'est toujours un super endroit pour faire des bonnes affaires niveau produits dérivés. Et c'est, je crois, la seule convention encore actuellement où on paye un autographe 20 €, 30 € max, quel que soit l'acteur, quelle que soit son importance, et avec qui on peut toujours faire une photo. Ouais, c'est ça. Et avec qui on peut faire une photo gratuitement avec. Et ce n'est plus le cas dans toutes les autres conventions. Il n'y a qu'à QC où c'est possible. Et moi, je trouve ça génial. Mais là encore, c'est bien que tu le soulignes, parce que là encore, on reste dans la même ligne directrice d'accessibilité, en fait. Dans le sens que c'est pas des gens qui vont aller avoir l'habitude d'aller à la Comic-Con ou ce genre de truc. C'est des gens, comme disait Paul, en fait, c'est un peu monsieur tout le monde qui habite à côté, puis qui va rencontrer pour la première fois un acteur de Star Wars. Donc il va jamais le revoir, cet acteur, dans aucune autre convention, parce que c'est la seule qu'il va faire, en fait, aussi. Donc c'est pas 90% de la population de QC qui est comme ça, mais maintenant il y a un bon pourcentage de fans qui viennent d'un peu partout de France, et de fans locaux, mais ça joue, en fait, sur le fait que nous, on veut que les dédicaces des acteurs restent accessibles, parce que ces gens-là, sinon, ils se permettraient pas de se faire plaisir, en fait. Il y a le côté se faire plaisir, quoi. Il faut pas oublier que derrière ça, il y a un côté un peu plus, on va dire... au niveau de l'organisation, c'est-à-dire que un acteur, ça, il ne vient pas gratuitement, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, moi je paye pas pour une signature, mais l'acteur, déjà, faut le faire venir, il fait ça sur son temps libre, et c'est le temps qu'il passe à signer des autographes à des inconnus, c'est du temps qu'il passe pas dans sa famille. Donc après, moi je trouve pas ça choquant de payer un autographe pour ces raisons-là. Si on peut faire on peut faire un aparté d'expliquer comment ça marche, quoi. Il y en a pour qui c'est un métier. Parce qu'il y a peut-être des gens... C'est ça, il y en a pour qui c'est un métier. Il y en a qui savent peut-être pas un peu comment fonctionnent les acteurs. Je peux en parler parce que je m'en suis occupé pendant pas mal d'années. Oui, vas-y, justement, j'allais faire la transition pour que t'en parles. Ok. Alors, je t'ai coupé ta transition. Non, vas-y, justement, parce que je voulais qu'on parle du côté organisationnel avec les acteurs, parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, en fait. Ouais, donc, en fait, alors... Ça aussi, ça a pas mal évolué, en fait, puisqu'on parle d'évolution quand même dans l'émission, mais donc moi j'ai commencé à m'en occuper en 2006. Le premier que j'ai fait venir, c'était Anthony Daniels à l'époque. Gros coup de pression, j'avais 21 ans à l'époque, puis j'ai dit moi je veux bien m'occuper des acteurs, puis là je leur ai dit je peux peut-être faire venir Anthony Daniels, puis j'ai réussi à le faire. Donc on en reparlera dans une prochaine émission, mais au niveau des souvenirs mémorables de ma vie de fan, ça c'est pas mal au top, quoi. Mais tout ça pour dire qu'à cette époque-là, il y avait un certain nombre d'acteurs qu'on pouvait à peu près contacter directement en faisant le détective sur internet. Donc moi je passais des soirs à essayer de déplucher des sites internet un peu obscurs pour voir où c'est qu'on pouvait trouver un courriel ou un numéro de téléphone, quoi. Il y en a certains qui avaient des sites officiels mais que tu savais jamais si c'était officiel ou si c'était un truc de fan. Donc on pouvait à peu près, il y en a certains qu'on pouvait contacter directement. Puis petit à petit est arrivé donc le métier d'agent de guest, quoi, qui fait que maintenant c'est plus possible, en fait. Ils passent tous par des agents de prestations, on va dire, hein, pour les conventions, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un agent qui a un espèce de carnet de contact, en fait, d'acteurs directs, qui lui s'occupe de mettre en relation les guests avec les événements. Selon les budgets des événements, selon l'éloignement, etc., selon les disponibilités et tout ce qui peut rentrer là-dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut
alors selon la notoriété du guest, quoi. Le truc de base, c'est forcément de payer entièrement le transport, l'hôtel, ce qu'on appelle un per diem, c'est-à-dire un peu de l'argent pour frais de bouffe, etc. manger. Ouais, voilà, exactement. Tout ça, des frais quotidiens, donc notamment de bouffe. Donc ça, c'est les trucs de base pour quasiment, pour n'importe quel guest en fait. Tous les guests, même le plus petit participant, enfin figurant en fait, va demander ça quoi qu'il arrive, quoi. Puis après, selon la notoriété du guest, il y a ce qu'on appelle maintenant. Alors certains avant utilisaient encore des frais de participation, des frais de présentation. C'était le cas quand on a justement fait venir Anthony Daniels, c'est-à-dire qu'il nous avait demandé un frais de prestation d'un certain montant, puis après lui gérait ses dédicaces par la suite. Ça a eu l'avantage en fait de pouvoir aussi négocier son prix de dédicace, puisque ses dédicaces étaient à 30 € à l'époque, qui même pour lui était déjà pas cher en fait à l'époque. Ça a été le seul qu'on a fait plus cher que 20 € ces dernières années. Peut-être Peter Mayhew était peut-être à 25. Non, j'ai payé 20 € Peter Mayhew. C'est ma première dédicace. Okay. Ouais, Peter, il était à 20. Je crois que le plus cher, c'était pas... Dans Death Prose, était à 20 aussi. C'est pas Jack Lloyd qui était un peu plus cher ? Non, je pense qu'il était à 20 aussi, Jack Lloyd. Daniel Peut-être Logan à 30 à aussi. 20, Jack Lloyd à 20. Il y en a il était un peut-être qui à payait 30, plus Jack cher, Lloyd, mais je sais plus. Qui c'était. Mais Daniel c'était à 30, ça c'était sûr, mais si on n'avait pas payé le frais de prestation, peut-être qu'il nous aurait probablement demandé plus sur les dédicaces, mais on voulait pas faire payer trop cher, surtout à cette époque-là qui était pas encore aussi, le monde des conventions était pas aussi populaire que maintenant, quoi. Donc on n'avait pas tant de monde. Faut savoir que nous à cette époque-là, on avait environ, je sais pas, 4 à 6 000 visiteurs à peu près, je dirais, on va dire autour de 5 000, quoi. Maintenant on est rendu à 15 000, donc il faut remplir les trucs. Donc l'autre truc qui est arrivé depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle des garanties de signature, c'est-à-dire que des guests demandent en fait une garantie d'un certain montant sur le week-end. C'est-à-dire que donc, comme ils font payer leur dédicace, ils disent mettons pour tel guest, moi je demande une garantie de 5 000 $ US sur le week-end, c'est-à-dire qu'à 20 € la signature, je vous laisse faire le calcul, si on considère qu'un euro égale 1 $ pour simplifier, ça fait 200, il faut qu'il fasse 250 signatures dans le week-end. S'il les fait pas, qu'est-ce qui se passe ? L'association doit payer la différence pour arriver au montant de 5 000 $. Donc forcément, en fait, nous, on veut que le guest fasse le plus de dédicaces possible, parce que sinon, ça vient de notre poche, en fait. Mais c'est aussi ce qui nous permet de faire venir des dédicaces, des acteurs, pardon. Dans le sens qu'on leur paye plus les frais de prestation, on paye juste donc les frais transport, hôtel, etc. Mais pour qu'ils se payent eux-mêmes, en fait, c'est pour ça qu'ils font payer les dédicaces. En gros, c'est comme ça que ça marche. Puis, sauf que maintenant, depuis ces dernières années où les conventions sont devenues super populaires, il y a certains guests qui abusent sur les garanties avec des montants faramineux, chose que avant était moins. C'est aussi un moyen pour des plus gros acteurs de mettre des montants faramineux pour en faire moins, parce que ça leur prend du temps, et il y en a qui sont contents de le faire, et il y en a qui sont moins contents de le faire et qui le font. Ils font juste ça pour l'argent, pour l'argent, voilà, exactement. Peter Mayhew, Anthony Daniels, c'était que... Enfin, Peter Mayhew, principalement, c'était que pour ça, quoi, clairement. Peter Mayhew, c'était pas pour voir les fans, hein, ça c'est sûr. Il y en a qui aimaient vraiment ça. Pour le coup, il y a certains, mais c'est plus des acteurs de seconde... Jeremy Bulloch, même si c'était un boulot à part entière pour lui, il a toujours été fan-friendly et a discuté avec les fans et tout, quoi. J'ai une pensée émue pour Richard Le Parmentier, qui était l'amiral Motti, qui est venu une année chez nous, puis il a tellement adoré ça, en fait, qu'il a demandé lui-même à revenir, il m'avait contacté directement, il nous avait aidé à faire venir Kenneth Collet, qui est Capitaine Piet, je sais plus si c'était capitaine ou lieutenant, peu importe, de lui-même, en fait, c'était comme, mais moi je veux revenir parce que j'ai vraiment trop aimé votre événement, puis il passait une partie de ses après-midi à jouer à la pétanque, en fait. Pour vous dire qu'en fait, il s'en foutait de l'argent. Il faisait vraiment ça parce qu'il aimait l'événement, quoi. C'est-à-dire que les 2 fois, il a passé une partie de l'après-midi à jouer à la pétanque, quoi, avec les fans. C'était assez irréel comme truc. Moi, je me souviens beaucoup à QC de... Oh merde, j'ai bouffé son nom. Jeune Boba Fett. Daniel Logan. Daniel Logan. Daniel Logan,
pour moi, il a fait un show extraordinaire avec QC. Il était abordable avec tout le monde, il jouait avec tous les enfants. Enfin, tu vois, c'était un moment génial. Mais- Vraiment, c'était un moment génial. Mais tu pointes un bon point, c'est-à-dire que ces gars-là, ils ont pas l'habitude d'arriver dans des événements qui ont des familles avec des gamins, etc. Ils ont l'habitude d'être parqués dans des conventions à signature où ils sont dans des hangars, assis sur une table à côté de 200, enfin de 50 autres guests, quoi, puis à juste faire une signature avec des geeks qui attendent depuis 2 heures, qui ont payé C'est des l'entrée usines. déjà de l'événement. C'est ça, c'est des usines, quoi. Alors que quand ils viennent accuser, il y en a beaucoup qui sont venus en disant mais waouh, j'ai rarement fait un événement comme ça, parce que justement ils voient plein d'enfants, ils voient trucs, et Daniel Logan avait signé, je sais pas, il avait peut-être fait 20 ou 30 signatures gratuites juste pour des gamins qui passaient devant son stand, quoi. Dès qu'il voyait un gamin un peu de délire et qui essayait de faire des piou-piou avec un blaster ou des mouvements de sable laser, il était comme oh, viens me voir à la fin du dimanche, puis il faisait des dédicaces gratos pour les gamins, quoi. C'était cool. Le temps commence à tourner, il va falloir qu'on passe au deuxième sujet des conventions Est-ce que tu en veux France. juste qu'on parle Ouais. vite fait de la version numérique? Oui, bien sûr. Je vais faire vite. Comme cette année, tout le monde le sait, avec le Covid, tous les événements ont été annulés ou presque. Donc nous, ça a été annulé il y a un mois à peu près. On a décidé en fait d'offrir, de proposer une version en ligne en fait de la convention qui va perdre en fait le charme numéro 1 de l'événement, qui est de rassembler les fans. On en a assez parlé jusqu'à présent, mais on va essayer de diffuser en fait un certain nombre de conférences et d'événements. Je sais pas si cet épisode sera sorti d'ici là, mais si c'est le cas, vous aurez peut-être déjà eu l'occasion d'en profiter. Le 2 et 3 mai, on va hoster en fait un espèce de flux continu, un peu comme ce que fait le Star Wars Show pour les Star Wars Célébration, de contenu avec des intervenants, des conférences, des fan-films et ce genre de choses-là. Histoire de quand même d'avoir une mini-édition de Jeunes Star Wars. Donc ça sera en direct sur notre chaîne YouTube, qu'on partagera les liens via notre page Facebook notamment. Ok. Voilà, bon, du coup, j'espère que l'émission sera sortie d'ici là, parce que sinon, on espère que vous avez aimé ce QC numérique Exactement. dans ce cas-là. Voilà. Maintenant, on va faire une petite transition. On va parler de Star Wars, de Star Wars Réunion. Alors, ce sont les 2 seules conventions officielles qu'il y a eu en France, qui avaient été organisées par Patrice Giraud via le Lucasfilm Magazine, parce que voilà, Patrice voulait vraiment amener ça en France. Pour lui, c'était important que les fans se rencontrent dans un cadre officiel. Et c'était à l'époque où c'était encore la Fox qui avait les droits des films et pas encore Disney. Alors elles se sont tenues, si je dis pas de bêtises, en 2005 et en 2007 ou 2008, je sais plus. Je crois que c'était 2007. Je crois que c'était 2005 et 2007, voilà. Quelque chose comme ça. Ouais, c'était ça. La première, c'était juste avant la sortie de l'épisode 3, et la deuxième, c'était pour les 30 ans de Star Wars. Voilà. Et là, on est aux 40 ans de l'Empire contre-attaque, c'est dire si le temps a passé. Moi, j'ai fait les 2 conventions. La première, je l'ai fait en visiteur, et la deuxième, j'étais un peu dans l'organisation. Là, pour la première, il y avait un concours de fan-film et en fait, c'était un festival de fan-film parce que c'était pas vraiment un concours. Et moi, je m'étais amusé à refaire toute la bataille de Geonosis avec mes figurines Hasbro et mon arène Hasbro, et ça a donné ce que ça a donné. J'étais très fier à l'époque et ça a été diffusé sur le Grand Rex. Et c'était l'occasion de faire venir encore une fois, des acteurs de Star Wars. Il y avait, il me semblait, Warwick Davis, Jeremy Bulloch, Roger Carrel, Anthony Daniels qui étaient venus. Il y avait même Rick McCallum qui était venu présenter une sorte de preview de l'épisode 3. Il nous avait même vendu la nouvelle série Star Wars Live pour 2008. Hein. On sait qu'elle est arrivée 11 ans plus tard. Elle était bien cette série. Ah ouais, elle était bien. Et alors par contre, c'était dans un cinéma, c'était dans le Grand Rex, donc c'était pas dans une salle de convention, donc il y avait un peu une disposition originale, voilà,
qui était certes pas la tête la plus pratique pour contenir la foule, mais il y avait le mérite d'avoir une vraie salle de cinéma pour tout ce qui était panel, et il y avait des étages pour les boutiques et les exposants, quoi. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de boutiques, je pense, c'était surtout des exposants comme Atacus, Kotobukiya, entre autres. Et il y avait aussi une boutique officielle, hein, comme dans toutes les conventions généralement, quoi. Je me souviens, à la deuxième, j'avais acheté ma première figurine exclusive, c'était le clone Kotobukiya orange, qui était une exclue convention et qu'on avait pu acheter en France à Star Wars Réunion 2. Ouais. Moi, j'avais été à la première Star Wars Réunion. Ça a été l'occasion notamment de rencontrer. Il y avait du monde qu'on avait rencontré au Star Wars D2, mais du monde de Sith Clan à l'époque, on s'était retrouvés pour la Star Wars Réunion. J'avais globalement bien aimé ça, mais c'était comme tu t'as parlé, le côté salle de cinéma où finalement on n'était pas actif durant le week-end, on était vraiment juste spectateur en fait. On arrivait, on se posait dans notre fauteuil, on regardait tout ce qu'on nous proposait, que ce soit les panels, etc. Mais c'était difficile en fait d'avoir vraiment ce côté rencontre de fans finalement, plus que ça. Donc j'avais bien aimé quand même la Star Wars Réunion 1. J'avais acheté la figurine exclusive à l'époque. Enfin, la figurine n'était pas tant exclusive que le packaging l'était, mais j'en garde quand même plutôt un bon souvenir de la Réunion. Ouais. Et pour la deuxième édition, ce qui était vraiment cool, et je crois que c'est la seule fois que ça s'est fait c'est la dernière fois que ça s'est fait en France, hein, je crois, il me semble, c'était la diffusion des 6 films de la saga pour les 30 ans. Donc en fait, il y avait 2 soirs. Un soir, c'était la prélogie, le deuxième soir, c'était la trilogie originale. C'était vraiment super de voir ça dans le Grand Rex et tout. Et moi j'ai pu voir aussi ça du côté des coulisses, parce qu'il y avait Patrick Giraud qui nous avait contacté via Anakin Web, parce qu'à l'époque on faisait des web TV, des reportages et tout. Ils nous ont dit ah bah tiens, il y a des fans qui font de la vidéo, bah tiens, je vais les contacter pour filmer tous les coulisses. Et du coup on a passé toute la veille à filmer toute la nuit. On a fait une nuit blanche dans le Grand Rex pour filmer toute l'installation, à suivre les acteurs, les organisateurs. Il y avait même Rick McCallum qui était revenu, on l'avait suivi partout en coulisses, on a même fait une interview de lui et tout. Bon, bref, j'ai vraiment connu ça d'une manière très différente avec ma caméra, et c'était une très très bonne expérience. Et on voyait qu'au niveau du timing, c'était ça une convention, c'est aussi il faut respecter un timing. Il y a le panel qui doit commencer à telle heure, qui doit finir à telle heure. Il y a un panel Anthony Daniels, il commence dans 10 minutes, là il faut aller le chercher au niveau de sa table de dédicace, prévenir les gens qui va faire le panel, qui revient dans 1 heure, faut qu'il se dépêche, qu'il soit là à temps. C'était très très intéressant, humainement parlant, de découvrir l'envers du décor. Et j'aimerais revivre ça un jour, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une Star Wars Réunion 3. Alors ce que je disais à Patrice, c'était que, vu que maintenant on peut pas mettre Star Wars dans un nom, et qu'aujourd'hui avec Disney c'est très compliqué de faire une convention officielle en France qui ne soit pas une célébration, si un jour ça arrive chez nous, les célébrations, on appellerait juste ça Réunion 3. Voilà, tout simplement. Donc mettez des hashtags Réunion 3 pour... SW Réunion 3. Le Grand Rex se prête plus du tout à ce style de convention, je pense, parce que ça attirait beaucoup trop de monde. Non, mais ça attirait beaucoup trop de monde pour la circulation des gens, etc. Et comme l'a dit Fabien, les lieux, ils sont pas vraiment faits pour accueillir ce genre de convention. Mais si on fait une Réunion 3, je sais qu'au niveau du Grand Rex, normalement, c'est pas ça que ça va bloquer, c'est plus au côté Disney. Et si c'est au Grand Rex, du coup, il faut adapter la convention au lieu. Ouais. Voilà. Ouais, après, ça fait partie du charme, entre guillemets, ou de la spécificité de Réunion aussi, en fait. Donc, tu sais que tu vas pas y aller pour une convention classique, mais plus pour... Non. Il faut trouver du contenu à montrer pendant toute la journée, quoi, parce que c'est très axé panel, et du coup, faut tenir une journée de panel, quoi. Et intéresser les gens pendant une journée. Ça, c'est... Maintenant, ça se fait quand même, parce qu'il y a tellement, d'intervenants potentiels, en fait, entre les sites de fans, ceux qui ont des chaînes YouTube, des guests. Je veux dire, si je prends un exemple avec Star Wars Universe qui avait fait leur événement avant la sortie des films, où vous avez pu faire venir des gens qui ont travaillé sur les films d'Angleterre, etc. Enfin, il y a moyen quand même de faire des trucs qui peuvent être sympas sans chercher trop compliqué quand t'es sur Paris, en fait. C'est pas forcément évident de faire ça en province, mais sur Paris, c'est quand même possible pour peu qu'on s'y mette un peu, mais ça demande de l'organisation, c'est clair. C'est sûr, ouais, c'est clair. Ah voilà, et je me souviens que ça demande beaucoup de travail, et à l'époque l'équipe du Lucasfilm Magazine, c'était une poignée de personnes qui devaient organiser tout ça, donc c'était assez exténuant, quoi. Et moi je me souviens de pas avoir dormi pendant 72 heures. Mais
C'était 72 heures, génial. Hein. Ah, les fameuses nuits de convention où tu ne dors que 3 heures par nuit. Voilà. Ça fait partie du charme aussi. Hein. Voilà. On va passer maintenant à d'autres types de conventions avant de passer à la grosse partie célébration. Mais on va passer rapidement sur les Comic-Con, que ce soit les Comic-Con français ou québécois. En France, le Comic-Con s'est vraiment installé il y a environ 4 ans. Et c'était pas vraiment la cible, je pense, qu'on peut retrouver aux États-Unis, parce que c'est très grand public, je trouve, parce que le Comic-Con parisien qui est arrivé, alors certes c'est organisé par Ritpop qui organise aussi les célébrations, mais on n'est pas du tout axé Star Wars, hein. On est très axé comics, Très axé série comics. Série télé. Ouais, série télé et comics. Star Wars, ça vient vraiment dans un autre temps. Donc, je sais que les seules doses de panel Star Wars qu'il y avait, c'est Hasbro qui, lorsqu'ils présentent leurs produits, ou c'est Patrice Giraud qui, quand il bossait pour le Comic-Con aussi, faisait venir des personnalités d'ILM pour qu'ils nous parlent un peu du côté effets spéciaux. Des films, voilà, mais c'était assez light. On retrouvait, il y avait proposé un stand, je crois aussi. Ouais, il y avait un gros stand de Dernier Jedi avec Canal+, en 2017. Et c'est à peu près. Et on retrouve un stand de la 501 et puis plein de Star Wars aussi avec la réalité virtuelle, mais il y avait que ça quoi pour Star Wars. Après, ça reste un bel événement. Mais si on y va pour du Star Wars, on va être très très déçu quoi. Et au niveau des acteurs, pareil, hein, il n'y a jamais eu un acteur Star Wars qui s'est déplacé. Si, il y a eu Amanda Lawrence qui était venue via une boutique, mais c'est tout quoi. Donc je pense que Fabien, tu as fait un Comic-Con au Québec, tu vas nous dire un peu comment c'est Ouais, bah alors pour le coup, les Comic-Con au Québec, c'est pas géré par contre par Ritpop. C'est vraiment un truc à part. C'est vraiment géré par... Il y a comme un espèce d'organismes qui ont la licence Comic-Con entre guillemets. Je sais même pas si c'est comme question de licence ou d'appellation, etc. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe de ce côté-là, mais ils gèrent plusieurs Comic-Con ici, je vais dire même plus qu'au Québec, mais dans l'est du Canada, puisqu'ils font la Comic-Con donc de Montréal et de Québec, mais ils font aussi celle d'Ottawa, donc qui est en Ontario, qui est pas au Québec. Et du coup, c'est assez différent, je pense, de ce genre de truc, mais ça reste le même type d'événement, en fait. Moi, j'en ai fait 4, je pense, de Montréal. J'ai été staff, j'ai aidé dans le staff la première année, en fait, avec Sébastien Minot, donc de Star Wars en direct, où je l'avais aidé sur la régie vidéo en fait du stage principal. Donc j'avais permis, je m'occupais de gérer faire la réalisation de ce qu'on montrait en fait sur les écrans principaux, donc ça c'était assez cool. Mais de ce que je peux en dire en fait, c'est que c'est principalement des grands hangars avec beaucoup de boutiques qui ont des coins avec beaucoup de guests, qui misent beaucoup sur les guests, très peu sur le côté exposition. Il y a des choses que je trouve intéressantes dans la Comic-Con à Montréal, c'est leur diversité des panels et des animations. C'est-à-dire qu'ils ont, en gros, t'as vraiment tout un show floor où c'est principalement des boutiques et puis l'artiste allé et des guests, plus un coin un peu jeux vidéo. Mais après, par contre, ils ont tout un étage complet de salles avec plein d'animations différentes qui vont de la projection de mangas, par exemple, d'animés, ou des conférences type, nous, Star Wars en direct, on en fait une notamment, la 505 en fait, mais des trucs plus de tout univers autour de la Comic-Con, quoi. Ça, c'est intéressant, que je trouve, mais un des gros manques des Comic-Con, c'est le côté exposition, selon moi. Je parle de celle de Montréal principalement. C'est-à-dire qu'on a vite fait le tour du show floor. Moi je traîne beaucoup dans l'artiste allé parce que j'aime les artistes, regarder les artistes travailler. Mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, il n'y a pas grand chose à voir sur le show floor, quoi. Donc t'y vas pour faire signer les guests, t'y vas pour participer éventuellement au panel et tout ça, mais il y a énormément de cosplay, donc c'est sûr que pour ceux qui s'intéressent principalement au cosplay, c'est vraiment cool, quoi. Mais je trouve que c'est dommage que ces événements-là, qui sont quand même assez chers en fait pour participer, on parle de l'ordre de
peut-être $70 les 2 jours, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pareil à Paris. Ouais. 50 euros, ouais. Donc c'est des événements qui sont quand même assez chers, mais je trouve qu'ils n'apportent pas une vraie plus-value par rapport au prix que tu payes. Parce que finalement, leur contenu, que les gens sont intéressés, c'est les gens qui... Enfin, elle n'est pas donnée par eux, quoi. Donc je trouve que c'est moyennement justifié, dans le sens que, oui, ils font venir des guests, donc forcément, il y a du travail là-dedans, mais je veux dire, les costumés, ils sont dépendants du public qui va venir en costumé. Les conférences, ils sont un peu dépendants aussi des associations ou des différents qui proposent des conférences et des panels, en dehors des panels des guests, encore une fois. Mais je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça mériterait d'avoir des expos sur des artistes un peu plus, ou des focus sur des choses, des trucs de collection, des photographes, peu importe en fait, mais je veux dire, là on va en parler après de la Star Wars Celebration, mais tu vas à la Star Wars Celebration, il y a un certain nombre de trucs à voir en dehors des boutiques, quoi. Là, j'ai vu, Alors par exemple, maintenant, il y a Pure Art qui fait des statues et tout. Peut-être qu'en tant que fabricant, ils peuvent venir exposer au Comic-Con. Ouais, mais c'est ça, il y en a c'est un... nouveau. Enfin, ils l'ont fait déjà l'année dernière, je pense. L'année dernière, il y a 2 ans. Mais il y en a très peu, en fait, de ce genre de stand. C'est-à-dire qu'il y avait Bandai aussi qui l'avait fait, je pense, mais beaucoup moins développé que ce qu'on peut voir, par exemple, sur une célébration. oui, Mais il y avait il y avait 2-3 vitrines avec des trucs, avec des vaisseaux, etc. Mais je trouve que c'est un peu insuffisant de ce côté-là. Donc, je trouve que c'est le côté un peu dommage de ces événements type Comic-Con, où j'ai l'impression que ça devient plus des pompes à fric maintenant que des événements où tu peux voir quelque chose d'intéressant, quoi. il y a ce que tu disais sur l'artiste Alley. Le fait c'est quelque chose que vous avez essayé d'amener à QC aussi, les artistes qui viennent faire des dessins. C'est quelque chose qui est pas du tout ancré en France. Enfin, au Comic-Con, je suppose qu'il y a quelques artistes comics qui viennent, mais je pense pas qu'ils dessinent énormément et qu'ils vendent et qu'ils font pas d'expo autour des artistes qui viennent non plus. Non, c'est ça, c'est un des problèmes. En fait. Enfin, de très je suis désolé pour nos amis québécois, mais de nord-américain. Très nord-américain en fait. Et en France, on n'a pas encore vraiment cette culture-là. C'est ça, il y a vraiment l'artiste allé où pourtant des fois ils peuvent faire venir des gros. Par exemple, il y en avait un il y a 2 ans, il y a Don Rosa qui est venu. Donc Don Rosa, c'est celui qui a dessiné la jeunesse de Picsou notamment. Là. Moi, j'étais comme un gamin, mais il est pas très connu finalement en Amérique du Nord. J'ai pu faire 2 dédicaces gratuites, 2 dessins gratuits de ce gars-là en lui parlant pendant 20 minutes à chaque fois, quoi, pour expliquer. Mais ils sont pas du tout mis en avant, ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a pas d'expo autour de ça. Ils ont une table, ils ont leur kakémono en arrière, leur roll-up, ils ont leur truc sur la table, leur print qu'ils vendent, leur classeur avec les commissions et trucs, et puis c'est tout en fait. Donc c'est le côté un peu triste, parce qu'en plus c'est con, parce que des artistes de comics, il y en a pas mal à Montréal, donc il y en a qui viennent, il y a des Yannick Paquette, etc. Enfin des artistes de comics assez réputés quand même, des Marguerite Sauvage par exemple, ou genre d'artistes, mais ils sont pas plus mis en avant que ça, quoi. Donc c'est un peu triste, quoi, de ce côté-là. Donc moi, c'est vraiment le côté, ce côté-là, en fait, de manque d'expo, manque de choses à voir, en fait. C'est-à-dire, si je paye $50, $50 pour un événement, je m'attends pas à juste avoir une boutique géante où je vais repayer pour d'autres prestations. Je veux avoir un peu plus que... Alors, les panels, encore une fois, il y a des panels qui sont très intéressants, mais selon moi, ça manque. Il manque cet aspect-là un petit peu, quoi, sur le côté Comic-Con au Québec, en tout cas. Juste, je fais une aparté sur les Comic-Con, mais t'allais en parler, je crois. Les Comic-Con londoniens, pour ceux qui ont eu l'occasion d'en faire. Oui, c'est l'usine. C'est une usine à autographes, à guest de films, de séries, de sport. Ça n'a rien à voir avec les Comic-Con encore américains et encore avec les Comic-Con français. C'est vraiment autre chose encore ça coûte c'est ça. Ça coûte très cher. Tu viens c'est très cher. Tu viens avec ta pile de photos et tu fais que la queue pour voir des acteurs. En fait, ça n'a d'intérêt que pour augmenter ta collection, mais il n'y a pas tout le côté entre fans et tout. Mais pour le coup, au niveau des acteurs, voilà, au niveau acteurs, c'est la folie. Il y a eu Marty McFly. Il y a McDermott et compagnie aussi. McDermott, Billy Dee Williams, ils viennent tout le temps. Billy Dee Williams, voilà. C'est des habitués, quoi, même pour...
Mais voilà, on n'y va pas dans le même état d'esprit. On y va vraiment pour agrandir sa collection. À la Comic-Con à Montréal, ils font un peu ça aussi. T'as vraiment beaucoup de guests. Il y a même une année, ils ont fait venir Chuck Norris et Pamela Anderson, quoi. C'est pour vous donner un peu l'idée du truc, quoi. Mais bon, faut avoir envie de faire une dédicace de Chuck Norris, quoi. C'est ça. Et de Pamela Anderson. Bon. Passons maintenant à notre dernière grosse partie, parce qu'on l'a tous vécu, notamment il y a un an, là on est en plein revival, il y a un an c'était trop bien, on y était. Je vais bien sûr parler des célébrations. Alors on va pas revenir sur ce que c'est une célébration, parce qu'il y a déjà plein d'émissions là-dessus, vous savez tous ce que c'est célébration, c'est la grosse convention officielle de Lucasfilm pour parler de Star Wars. On va plus parler de l'évolution des célébrations. Notamment, toi, Paul et moi, on l'a connu dans les débuts des années 2010. Toi, Fabien, t'as fait ta première aux États-Unis la semaine de l'année dernière, c'est ça, hein ? Ouais, c'était ma première. Et du coup, on va pouvoir comparer, toi, comment t'as vécu ta première convention aux États-Unis comme ça, par rapport à nous, ce qu'on a vécu avant, et est-ce qu'on est des gros cons à dire c'était mieux avant ou est-ce que c'est aussi bien aujourd'hui ? Enfin, on va peser le pour et le contre, ce qui est mieux aujourd'hui et ce qui est moins bien par rapport à avant. Les célébrations, ça a commencé un peu comme tous les événements, c'était des petits trucs, sous des tentes et tout. La première convention, même c'était la 99 à Denver pour la sortie de la menace fantôme. C'était le premier week-end de mai de 99, juste avant la sortie du film en fait. Et c'était organisé par des fans qui avaient des contacts chez Lucasfilm en fait. Et ils avaient eu notamment, je crois à l'époque, la musique de Duel of the Fat en avant-première. C'était la... Duel of the Fat, c'est le duel des Duel of the Fat. le duel des gros. Le duel des gros. Duel of the Face. En avant-première, je me souviens, je me souviens pas, mais il me semble avoir vu ça quelque part, je ne sais plus où. Et c'était la grosse annonce de la convention à l'époque. Et ce qui est bien, c'est que c'est devenu, tu parles d'annonce, mais en fait, les célébrations, qu'est-ce que ça rapporte en plus d'une convention ou un Comic-Con et tout ? Ce sont ces fameuses annonces qui sont faites dans des panels. On sait que quand on va à une célébration, on sait qu'on va avoir une grosse annonce sur le futur de Star Wars. Donc généralement, c'est lié quand c'est possible à la sortie d'un film. Donc ça a été le cas pour Célébration 1 avec l'épisode 1, Célébration 2 avec l'épisode 2 et Célébration 3 avec l'épisode 3. Où ils ont eu des bandes annonces en avant-première, des choses comme ça. Il y a toujours un gros panel avec les acteurs du film à venir qui vient ou le réalisateur. Je crois que George Lucas, sa première célébration, c'était pour Célébration 3. C'était la 2 ? Je crois que c'était la 3. Il est venu à la 2, je crois. C'était la 2 ou la 3, quoi. Il vient pas à chaque célébration non plus. Et après, on est rentré un peu dans la période noire, j'ai envie de dire. 2007. Mais 2007, voilà. Mais les célébrations ont continué à exister. Pour des dates d'anniversaire, donc on a eu pour les 25 ans de Star Wars, pour les 30 ans de Star Wars, pour les 30 ans de l'Empire contre-attaque. Imagine, en 2007, il y a eu 2 éditions. Il y a eu l'édition Europe et Célébration 4, la même année. Voilà. Et donc du coup là, voilà. Et du coup, il n'y avait pas de grosse annonce pour le coup. Les célébrations dans cette période-là, 2007 à 2011. Ou 2010, je sais plus, c'était pas des célébrations avec des grosses annonces, mais c'était l'occasion d'aller dans un endroit Japon, où il y avait. Seb, ils annonçaient The Clone Wars quand même. C'était le... Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, j'ai oublié. Voilà, voilà. Donc il n'y avait pas systématiquement des annonces. Voilà, on va dire qu'il n'y avait pas systématiquement des annonces. Mais c'était l'occasion déjà d'être dans un endroit où il y avait une trentaine d'acteurs de Star Wars qui faisaient des autographes pour un prix très très abordable, c'est-à-dire que c'était une vingtaine d'euros encore, et les plus chers c'était Mark Hamill à 85 euros. Et à l'époque, je m'étais dit, Mark Hamill à 85 euros, mais c'est hors de prix, je vais pas la prendre. Aujourd'hui, Mark Hamill à 85 euros, je lui dis, donnez-moi 5. Parce qu'aujourd'hui, Mark Hamill, une seule dédicace, maintenant ça monte à 400 euros. Donc je veux dire, les 85 euros à l'époque, il fallait faire son stock, c'était le moment. Donc on avait des bonnes affaires à faire au niveau autographe, on avait aussi des bonnes affaires à faire au niveau
produits dérivés, parce qu'il y avait toutes les marques comme Hasbro, Gentle Giant qui avaient leur exclusivité sur place. Et mais on avait aussi toutes les boutiques un peu non officielles. Le magasin officiel aussi où on pouvait acheter plein d'exclus. Voilà, et jusque dans les années 2012. Jusqu'à pour Anaheim, rentrer on va dire. Jusqu'à Anaheim, Anaheim, ça a commencé. On pouvait rentrer facilement dans le Celebration Store. C'était, on rentrait dedans, il n'y avait pas de queue à faire, ou alors, allez, 10 minutes à tout casser. Pour toutes les exclus, c'était quelque chose d'un peu généralisé. On pouvait avoir toutes les exclus facilement. C'est ça, on allait devant le stand, on dit bah voilà, donnez-moi cette exclusivité, hop, on l'a payé, merci, au revoir, comme dans une boutique. C'était pas encore la folie que c'est aujourd'hui. Et voilà, tout ça était accessible. Donc certes, on avait peut-être moins de grosses annonces, mais au niveau pour la collection, c'était bien mieux, quoi. C'était moins cher, c'était plus accessible et c'était plus facile parce qu'il n'y avait pas de tirage au sort, de loterie, de choses comme ça. Et après est arrivé. C'est en 2017 pour Orlando que ça a commencé à être un peu compliqué. On n'y est pas encore en 2017, Paul. Là, on est encore, sous l'ère Fox. On est dans la période noire pour Star Wars, mais pas forcément la période noire pour les célébrations. Toi, ta première célébration, Paul, je crois que c'était aux États-Unis. C'était pour les 30 ans de l'Empire contre-attaque, c'est ça? 2010, célébration 5, ouais. 2010. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à voir. Oui. Est-ce qu'ils avaient déjà commencé à faire des annonces aussi à ces moments-là? Parce que c'est ce que j'allais dire, Fabien. C'était la première grosse annonce, enfin la nouvelle ère de célébration. L'ère avec les grosses annonces, ça a commencé en 2010. Et ça s'est arrivé en même temps que les gros panels où on faisait la queue pendant toute une nuit, parce qu'avant c'était pas le cas. Il n'y avait pas à faire la queue toute une nuit pour accéder à un panel. Et c'est vraiment arrivé en 2010, parce qu'en 2010, il y avait le panel George Lucas. Ouais, c'est ça. Il y avait George Lucas d'annoncer, et c'est pour la première fois. Enfin, moi j'ai fait la queue dehors, c'est la première fois que ça m'est arrivé de ma vie, toute la nuit en fait, pour assister au panel de George Lucas. Et c'est à cette convention d'ailleurs, j'en profite pour le saluer, que j'ai rencontré Sébastien Minot. Donc salut Seb. Et depuis. Ça, 2010, c'était où? C'était à Orlando. C'était Orlando, ok. Il y avait la grosse annonce, c'était le panel avec George Lucas. Et qui a fait une grosse annonce, qui était la sortie du coffret Blu-ray. Et qui a annoncé les Blu-ray, voilà, exactement. Ouais. Voilà, c'était la première l'ère des grosses annonces du panel qu'on a, des main events, voilà. Des main events, cherchez le mot. Des main events. Et on faisait à l'époque encore des bonnes affaires. Moi, ma première convention célébration, alors j'ai fait celle de Londres en 2017, mais en fait, à l'époque, j'étais un newbie. Je savais pas qu'il y avait des panels à ces conventions. Et du coup, je l'ai fait qu'une journée, un aller-retour à Londres avec un ami en voiture. Voilà, on n'a pas dormi pendant 24 heures. Et on a fait que le show floor et les acteurs. Et je savais pas qu'il y avait des panels. Ce qui est un peu bête, mais voilà. Ouais, c'est con ça. Moi, je me suis fait avoir en fait parce que les trois Star Wars célébrations qu'il y a eu en Europe, donc les deux à Londres puis celle en Allemagne, à chaque fois, ça a été l'année où je venais au Québec. C'est-à-dire que quand je venais au Québec, c'était les célébrations en Europe, puis quand je repartais en Europe, c'était retourner Star Wars célébration aux États-Unis. Fait que à un moment, j'ai cru que j'allais jamais réussir à en faire une en fait, parce que moi je rêvais d'y aller depuis que j'avais des amis de la 501 qui revenaient d'Indianapolis avec des bus exclusifs à l'époque de Gentle Giant, où moi je kiffais les bus Gentle Giant, puis c'était comme regarde mon bus exclusif, nanana. J'étais comme putain, vous faites chier, moi je veux y aller, tu sais. Et puis à chaque fois, j'ai même pas réussi à faire une en Europe en fait. Et c'est bon, t'es venu avec nous après en 2012 à Célébration 6, c'est ça? Ouais, alors là c'est ma première, en 2012 c'est ma première convention que j'ai fait aux États-Unis, et c'est la première fois que j'ai rencontré Paul, Pierre, Michel, la bande Mighty Box, quoi. Voilà, le gang qu'on s'est créé un peu maintenant, le gang d'autographes de voilà, la team qu'on a, et qu'on disait tout à l'heure, ça crée des amitiés dans la vraie vie, mais encore actuel, on a notre groupe de discussion sur Facebook avec le gang, et on se discute de toute l'année sur un peu tout et n'importe quoi sur Star Wars. Et là c'était encore Marc Hamill, il était là, Carrie Fisher, donc là c'était plus 85 €, c'était 120 €. $120, mais ça restait très accessible. Il y avait même et on pouvait toujours faire des photos gratuitement avec les acteurs qu'on prenait une dédicace, à part pour Mark Hamill et Carrie Fisher qui étaient très demandés, et eux il y avait un photoshoot, ça ne coûtait que $60 à l'époque, aujourd'hui c'est 300. Voilà. Le cancer du photoshoot. Et c'est le moment où j'ai fait ma photo avec lui, j'ai bien senti le vent.
J'ai bien fait de prendre à ce moment-là. Petite chemise Mais hawaïenne. c'était à l'époque, voilà, c'était ça, la chemise hawaïenne. C'était à l'époque où Mark Hamill ne savait pas encore qu'il allait reprendre le rôle de Luke. Et 2012, elle est très particulière comme convention parce que pour nous, c'était bon. Star Wars, ça allait arriver dans le passé. C'était la période noire de Star Wars. On était à la fin de la période noire sans le savoir. Et on s'était dit, voilà, c'est l'occasion de temps en temps de refaire des conventions. Mais bon, on l'a fait une fois. Maintenant, les célébrations, il y aura rien à annoncer et on n'en fera pas de prochaine, quoi. Et il y a eu deux choses pas mal dans cette convention, c'est que déjà il y a eu le retour de George Lucas. Il y avait un panel, le main event en fait c'était, il y avait Star Wars Detours. C'était, il y avait Seth Green qui était le créateur de la série qui allait présenter la série Detours, qui a jamais vu le jour hélas parce que ça avait l'air très bien. Donc moi j'avais dit à Paul, tout le gang, allez venez au panel, ça va être sympa. Personne n'a voulu me suivre et puis bien sûr qui s'est pointé? George Lucas s'est pointé au milieu du panel. Alors j'étais comme un dingue, mais c'était la surprise totale, mais j'étais fou. Et ça m'a permis de voir plein d'extraits de cette série qui ne verra jamais le jour. Et c'est bien dommage. J'espère que Disney Plus récupérera un peu ça plus tard, parce que c'est du contenu vraiment très très sympa. Qui a fait beaucoup rire. Et George Lucas n'était pas venu que pour faire coucou aux fans, parce qu'en fait il avait profité de sa venue pour se faire un petit dîner avec Mark Hamill et Carrie Fisher pour leur dire je vais revendre à Disney, il va y avoir des nouveaux films, est-ce que vous êtes partants? Voilà. Mais nous, ça, on le savait pas encore et on l'a su 2 mois plus tard. Et je me souviens qu'à la fin de la convention, il y avait tout le gang qui disait oui, bon, c'est bon les conventions, maintenant on a vu, ça stop, on va arrêter. Et puis annonce célébration Allemagne. Bon, tout le monde a changé d'avis d'un coup. On va y aller en Allemagne en 2013. Et on arrive dans l'ère Disney, des célébrations de l'ère Disney. Donc la première célébration de l'ère Disney, c'était en 2013. Et c'est là que le vent a commencé à tourner un peu. Donc là, clairement, il y avait le main event était encore une fois bien annoncé. Donc là, c'était le panel Kathleen Kennedy qui allait nous donner les premières informations sur l'épisode 7. L'organisation commençait à changer un peu, commençait à devoir faire la queue pour rentrer dans le Celebration Store. Les autographes commençaient à coûter un chouïa plus cher. Mais c'était un peu plus carré organisation, je trouve. Par contre, en termes d'exposition, cette célébration à Essen, c'est l'une des moins bien. Il y avait, si on enlève les expos des différents fans, et de Planète Star Wars, de MIB, voilà, et autres associations européennes, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'était la plus petite. Mais ce qui était bien, c'était que, nous on l'a vécu comme ça, Paul, c'est qu'on avait un hôtel qui était allé à juste 50 mètres du lieu de convention. Mètres, ouais. On faisait des allers-retours toute la journée et tout. Moi, j'avais croisé Kathleen Kennedy dans l'hôtel, et puis le soir, on se faisait des soirées avec les acteurs. J'avais eu un dessin de Dave Filoni dans le hall de l'hôtel. Oui, pareil, j'ai eu un dessin de Dave Filoni qui était là, qui faisait des dessins pour tout le monde et tout, ce qui est impensable aujourd'hui. Et c'était, certes, en termes de contenu, la convention, elle était pas top. Mais toute l'ambiance qu'il y avait autour, mais c'était fantastique. C'était en plein été, c'était génial, quoi. Et puis on avait la hype de savoir que les films allaient revenir. Et on a eu l'annonce de Star Wars Rebels à ce moment-là aussi. Donc on a eu 2 grosses annonces. On a eu Star Wars Rebels et on a eu le gros panel Kathleen Kennedy qui nous avait annoncé le retour de John Williams. Après, c'est vrai qu'au niveau du show floor, on faisait vite le tour. C'était un endroit assez petit. C'est ça. Mais moi je me souviens de toutes ces soirées qu'on faisait entre nous, et c'est plus encore une soirée qui m'a disait tout à l'heure, mais la célébration, c'est un voyage. C'est là pour aller en Allemagne, c'était 5 jours, et en fait la célébration durait peut-être que 3 jours, mais par contre la célébration pour nous elle dure 5 jours. L'année dernière quand on était à Chicago, pour moi la célébration elle a pas duré 4 jours, elle a duré 10 jours. Une semaine. C'était les 10 jours du voyage, c'était la célébration. Voilà. Et je pense que la célébration et des scènes, c'était vraiment celle où vraiment les à côté étaient plus importants limite que la convention en elle-même, quoi. Ouais, on a passé de très bons moments dehors et tout, ouais, c'est ça. Et c'était génial. Et après, on arrive en 2015 et on arrive dans l'ère usine à gaz. Voilà. Là, on faisait encore des panels. Donc 2015, c'était l'excitation là. Et la hype, c'était le maximum possible, parce que le film allait sortir dans 6 mois. On avait déjà vu un trailer, mais qui dévoilait pas grand-chose. Et
Et là, on savait qu'il y allait y avoir des grosses annonces, quoi. Et je pense que celle de 2015, au niveau des annonces, c'est celle qui marquera le plus. Parce que, Ah oui, c'est... parce que c'était assez fou. C'était à l'époque où, voilà, on parle encore des à côté, mais la convention, même si, voilà, c'était un voyage, on avait avec tout le gang, là, on s'était dit, on va faire un gros trip en Californie. On avait prévu 2 semaines, donc une semaine à Los Angeles et une semaine à San Francisco, où on a visité Lucasfilm et tout. Enfin, c'était vraiment les meilleures vacances de fan. J'en parlerai dans la prochaine émission des meilleurs souvenirs, mais c'est mon meilleur souvenir de fan, très clairement. Je pense que c'est mon plus gros regret de fan, par exemple. Parce que Paul, vous me l'aviez proposé de venir avec vous, avec Michel, vous m'avez dit viens avec nous et tout. Puis c'était vraiment un moment où financièrement, enfin je travaillais à mon compte, j'étais sur le chômage, ça marchait pas trop quoi. Et je pense que j'ai pleuré ma vie pendant tout l'événement quoi. J'étais là, puis vous m'envoyez des photos en plus quand j'ai su qu'en plus vous étiez allé, je veux pas spoiler mais là vous êtes allé après. Pour moi, c'est mon plus gros regret de fan ever, je pense. Alors, au niveau des changements, donc du coup, il y avait légèrement le main event, c'était le dernier jour. Là, c'était le premier jour. C'était le premier truc. C'était le main event, c'était le panel épisode 7 avec J.J. Abrams et tout le casting. Alors, autant vous dire que non, c'était un vendredi. Ford. Il s'était fait mal à la jambe. C'est ça. Bon, c'est pas grave parce que on l'avait vu 2 ans avant et je l'ai revu 2 ans après. Mais oui, il a eu son accident, sinon il aurait dû venir. Mais du coup, voilà, alors le panel c'était le jeudi. Donc en fait, c'était le jeudi à 10h. On a commencé la queue à 15h le mercredi. Et on a passé 18 heures, on a fait 18 heures de queue, un truc comme ça, ouais. 18 heures de queue, dehors et dans un hangar. Et c'était génial. C'était génial. Lucasfilm m'a offert des pizzas, tu te souviens? C'est J.J. Abrams qui C'est ça, on a dormi, enfin je sais même pas si on a dormi, mais c'était atroce sur le sol et tout. Mais il y avait une excitation que vous imaginez même pas. Jamais je revivrais ça dans ma vie, je pense, en termes d'excitation, de hype. Parce qu'on savait qu'on allait voir une nouvelle bande-annonce, on savait qu'on allait avoir toutes les infos sur le film et tout, et on était entre fans, on était vraiment dans notre bulle, et c'était, enfin, toute cette nuit blanche à la veille, c'était indéfinissable. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai tellement gueulé sur les loteries à Chicago, c'était que, ça, c'était... on nous a amputé d'une partie de célébration en faisant les loteries quoi. Et quand on arrive dans la salle, que tu vois qu'il y a tous les crampons de Disney qui arrivent, il y avait Bob Iger avec Paul, on a même pu faire notre photo avec Bob Iger qui était le PDG de Disney à l'époque. Et quand J.J. Abrams arrive sur scène, que les acteurs arrivent un par un, qu'à la fin on te montre le trailer, qu'on hurle et qu'on crie. À tel point qu'on n'a jamais entendu que Harrison Ford disait Joey, we are home. On n'a jamais entendu ça dans la salle. Il a fallu le revoir sur YouTube après pour comprendre ce qu'il disait, tellement il y avait du bruit et les gens criaient, hurlaient, c'était incroyable. Moi, ça fait partie des moments les plus émotionnels en tant que fan que j'ai eu. Pareil. Et 2 jours plus tard, il y a un autre panel qui était le futur de Star Wars. Et là, j'avais redit à tout le gang, comme en 2012, venez, ça va être sympa et tout. Personne m'a suivi, j'étais tout seul. Et qu'est-ce qu'on nous balance? Le premier trailer de Rogue One qui n'a été diffusé nulle part ailleurs. Et donc là, tu te dis qu'en 3 jours, t'as pas eu de film Star Wars pendant 10 ans. Tu sors de la période noire. Et là, en 2 jours... t'as 2 bandes annonces pour 2 prochains films Star Wars. C'est assez extraordinaire. Presque trop. C'est ça, presque trop. Après, en termes d'exposition, autour de la célébration, tu vois, en termes d'expo, ce qui était génial, c'est que d'avoir pu faire le main event le premier jour, derrière, ils avaient mis les costumes. Il y avait des props du film qui étaient présentés et tout. Et on pouvait les voir en détail et tout. Ça apporte un vrai plus. Il y avait la première armure de Stormtrooper. Du premier ordre, et ça apporte vraiment un plus à la convention et dans les choses à voir, etc. C'était vraiment sympa ça. Ouais. Depuis ils l'ont refait, ça c'était vraiment cool. Ouais. Mais par contre, tu vois, c'est à partir de cette célébration où maintenant la queue c'est devenu inévitable. Faire un panel, tu fais la queue toute la veille. Tu vas faire l'exposition. On a fait 3 heures de queue et on n'a pas fait beaucoup de queue parce que 3 heures de queue le lendemain c'était 7 heures de queue quoi. Tu voulais rentrer dans le Celebration Store, il y avait une petite heure de queue quand même à faire.
Et Ouais, mais ça vient en parallèle en fait du fait que le monde des conventions en général est plus populaire globalement. En fait, donc forcément, il y a aussi le fait que les films reviennent, donc la hype à Anaheim la hype commençait à augmenté, remonter. Et pour toutes les. Et après, c'est la célébration où il y a le plus de monde. Mais ça, on l'a vu partout, hein, même à QC. C'est la célébration, nous, il y a eu hype, plus de monde, mais c'était aussi le plus grand espace qu'il y a eu, quoi. Le Convention Center d'Anaheim, il était gigantesque, quoi. Donc, Ouais. Et pareil, les autographes ont commencé à augmenter, on faisait moins de bonnes affaires. Pour faire les exclus, il y a certaines marques, bon, on faisait pas mal de queues pour y accéder, mais on pouvait quand même les avoir. Mais il y a d'autres comme Lego, là c'était la loterie. Lego, c'était impossible de l'avoir, ils organisaient une loterie. Il fallait. En fait, le problème, c'est que aussi ils avaient mis en place les passes VIP. Alors, je sais pas depuis quand ça existait, mais là, ils pouvaient maintenant rentrer avant tout le monde. C'est des gens qui payent des passes 1000 ou $1,200, quelque chose comme ça. Ils rentrent avant tout le monde et ils courent prendre les exclus. Et en fait, bien sûr, ils revendent les exclus pour se rembourser leur passe, quoi. Et ça, Lego, ils pouvaient rien faire contre. Même Pop, tu vois, ils peuvent rien faire contre ça, quoi. Les gens sont là avant tout le monde et c'est pour ça qu'il y a eu la mise en place de loterie. Ouais, justement, on va arriver en 2019 parce que je pense que on va pas s'attarder sur les éditions 2016 à Londres et 2017 à Orlando, si ce n'est que c'était un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'on faisait la queue Moi, toute j'y la étais nuit pas, mais celle d'Orlando est réputée pour avoir eu des plus longues files d'attente. Alors, à niveau, parce que on était sur le même schéma, c'est-à-dire qu'il y avait un film qui allait sortir, donc à Londres c'était Rogue One et à Orlando en 2017 c'était les derniers Jedi, donc même principe, les gros panels avec les grosses annonces, les gens font la queue la veille toute une nuit et on a la récompense avec le panel. Orlando 2017, c'est la seule fois qu'il y a eu concert de John Williams en direct. C'est ça. 2017, elle a marqué pour deux trucs. C'était son panel des 40 ans de Star Wars, avec, pour le coup, première fois qu'Harrison Ford venait à une célébration et seule fois où il viendra à une célébration, je pense. Donc George Lucas qui vient. En fait, c'était un panel où il y avait vraiment tous les acteurs importants des deux trilogies qui étaient là, plus John Williams. Donc en fait, c'était la totale, quoi. Il manquait juste Carrie Fisher qui est décédée, hélas, mais sinon c'était le must du panel, quoi. Moi je vais juste ajouter un truc par rapport à 2015 à 2017 et tout ça, c'est surtout parce que vous étiez sur place, mais il y a un des trucs que moi j'ai adoré qu'ils mettent en place, c'est la fameuse diffusion en direct, en fait, le live streaming. Ouais. Ça s'appelait pas le Star Wars Show encore au tout début. C'était sur YouTube, Ouais, c'était aussi sur YouTube, mais c'était les premières émissions et pour quelqu'un qui pouvait pas être sur place, c'était extraordinaire. Enfin, moi, je me rappelle avoir fait des journées complètes où j'étais juste sur YouTube, où il repassait en plus des reportages en boucle à des moments. Il y a des trucs, je les ai vus comme peut-être 10 fois dans le week-end, mais j'en avais rien à foutre. J'étais juste bloqué non-stop sur mon canapé à regarder. Tu sais, je voyais quand ils faisaient ce qu'on appelle des panels, entre guillemets, enfin pas des panels dans le sens conférence, mais dans le sens cinéma, où t'avais la caméra qui était vue de dessus et qui passait par-dessus la foule des gens devant l'espace de discussion. Puis à chaque fois, moi j'étais devant ma télé en regardant si je voyais pas Paul, Michel et compagnie. Je me souviens que tu m'as envoyé un SMS pour me dire qu'il y avait J.J. Abrams sur scène. C'est ça, un moment, donc là il y a J.J. Abrams qui rentre sur scène, fait que là qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, j'envoie un message à Paul, je dis putain, il y a J.J. Abrams qui est sur scène du Star Wars Show, dépêche-toi d'y aller et tout, quoi. Enfin, et ça, c'est un autre aspect que vous avez pas forcément vécu, mais pour quelqu'un qui pouvait pas être sur place, que moi je trouvais Chicago, génial, on en reparlera à Chicago, mais ça a eu son importance. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'était en 2015, c'était une petite scène, et puis à partir de 2016, c'était des très grosses scènes avec des très très gros décors et tout, et c'était vraiment, ils ont compris qu'en fait il y avait un public pour ça sur internet et que c'était vraiment un événement mondial et c'est génial, quoi, pour les gens qui peuvent pas se déplacer, c'est génial. Et quand je regarde ça, j'étais même pas, pour en 2017, c'est la seule que j'ai zappé, où je suis pas allé, j'étais pas en mode je suis vert, j'aimerais bien y être. Ça m'a permis de le vivre avec les gens, quoi. Et c'est très sympa. On vivra pas ça cette année parce qu'a priori c'est annulé, mais en tout cas c'est sûr, maintenant ce principe va continuer. Et on arrive à... Et 2017, voilà, donc je disais, 2017, ça a marqué par son panel des 40 ans, et ça a marqué par son manque d'organisation, qui était a priori, mais alors, la pire organisation de toutes les célébrations. Pour les acteurs, c'était tellement mal organisé que même si tu faisais 4 heures de queue, t'avais même pas forcément ton autographe, parce que c'était tellement mal géré par Tops que les acteurs, ils étaient saoulés, qu'ils partaient avant, ou que ça prenait 1 heure de retard. Enfin, c'était une horreur, on m'a dit, pour les autographes. C'est une année où il y a eu des changements de prestataires sur plusieurs points, ouais. notamment ça, sur les autographes.
C'est ça, et donc là c'était beaucoup plus cher, c'est vraiment 2017, c'est l'année où les prix ont droppé mais de manière hallucinante, c'est-à-dire un acteur qui était à 20 euros en 2015, il était à 50 maintenant. Et pareil, le Celebration Store, ça commençait à devenir impossible à rentrer dedans sans faire 3 heures de queue. Donc on sentait qu'avec cette ère Disney, il y avait vraiment beaucoup plus de monde qui voulait accéder aux célébrations, et on voyait ça aussi aux ventes de tickets, c'est-à-dire que en 2013-2015 encore, il y avait, c'était sold out, mais genre la veille, quoi. Tandis que 2017, c'était sold out au bout de 6 mois, et puis Chicago, c'était sold out au bout de 3 semaines, quoi, tu vois. Et celle de 2020, c'était sold out au bout de 2 jours. Donc maintenant, Célébration, va falloir limite faire la loterie pour avoir une place pour y aller, quoi. Et on arrive en 2019, où Fabien fait sa première convention Célébration aux États-Unis. Donc on y était tous les 3. Donc, et c'est là qu'a été installé ce système de loterie, et qui était tellement mal organisé, parce que déjà on était amputé de toute la partie réunion entre fans, la queue ensemble et tout, voilà, ça c'était toute une partie d'expérience qu'on jette à la poubelle, clairement, littéralement. Je trouve ça vraiment dommage. Surtout le pire, c'est que ça n'a pas été communiqué. Quand on a acheté nos billets, on savait pas qu'on allait avoir des... C'est ça. C'est que en fait, c'est que c'était très simple, hein. Tu faisais 50% des places libres pour les gens qui faisaient la queue et 50% des places libres pour les gens qui peuvent pas, qui sont soit vieux, handicapés, les choses comme ça, ou qui se sentent pas de faire la queue toute une nuit pour des raisons de santé. Et tu laissais 50% des places pour ces gens-là en loterie. Ils ont pas fait ça, ils ont fait la loterie pour tout le monde. Surtout qu'en plus, tu pouvais gagner des panels pour des jours où tu n'avais pas de billets. Où tu pouvais gagner, il y a des gens qui pouvaient gagner, ce qui avait été mon cas, 0 panel, et d'autres qui pouvaient gagner 4 panels. Donc nous, avec toute la team Célébra, Mighty in Box, Planet Star Wars en direct, on s'est tous arrangés grâce à Sébastien Minot. Merci Sébastien aussi. On a pu faire tous les panels importants dans le main stage, mais il y a plein de gens qui ont été lésés, quoi. On vous invite à aller revoir en fait l'explication de ces histoires de comment on a réussi à assister au panel sur les vidéos qu'on a fait l'année dernière sur la Star Wars Célébration. On explique un peu tout ce qui s'est passé, mais ça a été sketch. Surtout qu'on a su la veille qu'on pouvait assister à tel ou tel truc, quoi, tu vois. Moi, c'était n'importe quoi. Si tard, ouais, quoi. puis le truc, c'est qu'en fait, comme le premier jour, c'était le plus gros event, le main event, ils avaient même pas eu le temps de tester leur système, ils avaient pas eu le temps de donner les informations aux gens qui qui vérifiaient les billets des loteries, ce qui fait que nous, pour le premier jour, donc l'événement sur la bande-annonce de l'épisode 9, on s'est rendu compte que quand on est rentré, ils nous avaient même pas checké, ils nous avaient même pas scanné les codes en fait. Donc on a appelé les autres, puis il y en a d'autres qui sont venus avec nous, quoi. Enfin, c'était un grand n'importe quoi. Puis devant nous, il y avait quand même une madame qui était en train de faire du tricot. Il faut qu'on le dise, quoi. Je veux dire, il y avait des gens du coup qui s'en foutaient, quoi. Qu'ils ont eu les trucs, il y avait devant nous, il y avait une dame qui était en train de faire du tricot en attendant, quoi. Enfin, moi ça m'a rendu complètement dingue de me dire que donc la loterie, c'est la pire idée qu'ils aient eu, quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Il y avait des gamins et tout, tu sais, c'est cool pour les gamins qui puissent vivre ça, mais... c'est pas pareil que nous qui nous déplaçons, on traverse le monde carrément pour faire ça, quoi. C'est ça. C'est pas pareil. Désolé, un gamin de 10 ans, j'ai rien contre les gosses, mais désolé, il va pas le savourer autant que toi. Et c'est peut-être méchant, c'est pas QC, quoi, ces célébrations. C'est pas un événement familial, j'ai envie de dire. Ah non, oui, c'est un événement pour les fans. Ouais. De fans hardcore. Ça peut être familial, mais sur le show floor, je veux dire, il y a plein de trucs qui sont faits aussi pour les enfants. Mais pour les panels, c'est sûr que les panels, c'est pas fait pour les gamins de 10 ans, les panels. C'est ça, quand tu te tapes 10 000 km pour venir à un endroit, que t'es obligé d'hypothéquer pendant 10 ans ta maison pour payer 3 semaines à 3500 balles, quoi, c'est sûr qu'à un moment donné, je parle en dollars canadiens, c'est sûr qu'à un moment donné, t'es un peu frustré que ça soit mamie qui tricote qui est devant toi qui a pu rentrer au panel, quoi. Et je peux comprendre la frustration de beaucoup de gens et la grogne qu'il y a eu, d'autant plus que ça fonctionnait pas en fait. C'est-à-dire que ils ont eu leur système. Ils nous avaient parlé aussi de système de queue en ligne numérique pour rentrer dans la boutique et tout ça. Il y avait rien qui marchait. On devait avoir du Wi-Fi sur place avec des bornes. Autant vous dire que ça marchait pas non plus parce que forcément quand t'as 30 000 personnes en même temps sur 3 bornes Wi-Fi en carton, elles tiennent pas le choc 10 secondes, quoi. Donc tout était comme... me semble qu'ils ont dit « Ah tiens, on va en profiter pour faire plein d'expérimentations pour amener ça un peu numérique ».
Mais c'est pas l'événement pour faire ça, là. Faites des expérimentations sur la convention, je sais pas, là, du Schmoll, là, qui a fait venir 4000 personnes au fin fond du Minnesota, mais faites pas ça sur un Star Wars Célébration, quoi. Enfin, non, quoi. Ouais. Pour les exclus, hein, moi je trouvais ça hyper... Ah bah les exclus, c'est devenu la loterie aussi. Les exclus, c'était la loterie aussi, et t'avais tu pouvais avoir le tiré au sort pour les trucs que tu voulais pas, quoi, donc... Donc ouais, c'est que maintenant c'était la loterie, ça s'est généralisé pour les exclus de toutes les marques et ça s'est généralisé pour tous les gros panels. Et il y a rien de plus injuste qu'une loterie. Désolé, la queue c'est chiant, mais tu le mérites ton truc après. Il y a pas d'exclus pour tout le monde, il y a pas de panel pour tout le monde. Et ben désolé, faut vraiment ça marche à la méritocratie. Donc et la méritocratie dans les conventions, c'est faire la queue. C'est bête hein, mais c'est comme ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que moi j'en étais au point de me demander s'il fallait pas débourser un billet VIP pour être sûr de tout avoir, quoi, tu vois. Ouais. Et ça... Après, Paul, t'es d'accord, mais c'est quand même moi qui ai fait la queue pour toi pour avoir une vieille peluche moche. Hein. Ouais, je suis d'accord et je t'en ai remercié. Je t'ai récupéré des pins de l'autre côté pendant ce temps, je te rappelle. C'est vrai. Mais non, mais c'est ça, quand on part en groupe, on peut s'entraider justement. Et ça fait partie des bons souvenirs, pareil. En fait, ça c'est très bien. Quoi. On va dire que je raconte parce que j'en ai fait plusieurs, mais l'expérience pour ce genre de convention est quand même utile, quoi, pour arriver à s'organiser, savoir où on va et qu'est-ce qu'on fait et comment il faut s'y prendre. Ça demande une organisation. Militaire, on peut pas arriver et découvrir où va se passer qu'on fait les sur choses. place, quoi. Pareil, on va au Convention Center le jour d'avant le début de la convention parce qu'on peut déjà se balader et commencer à voir des trucs et justement repérer les lieux pour voir comment ça va se passer, c'est indispensable. Et par contre, la qualité a augmenté mais de manière sensationnelle. C'est un show à l'américaine. Hein, c'est un show à l'américaine, c'est-à-dire qu'avant le panel, t'as un pré-show avec un animateur, un chauffeur de salle avec des animations, avec des vidéos, et ça fait monter la température, c'est génial. Le Star Wars Show, la scène, c'est devenu un truc gigantesque avec des écrans partout pour que les gens voient les panels depuis le show floor et tout. Ils font venir tous les gros invités. Et là, j'ai eu le nez fin parce que je savais qu'il allait y avoir les gros acteurs des panels qui allaient venir, dont J.J. Abrams. Et hop, je me suis faufilé derrière Star Wars Show. Et puis hop, comme ça, je pouvais les cueillir à la sortie et me faire mes dédicaces des grosses personnalités qui faisaient pas de dédicaces payantes avec Tops. Et du coup, voilà, moi j'avais rencontré J.J. Abrams comme ça, j'ai pu avoir 2 signatures, j'étais très content. Et toi, Fabien, t'as failli avoir John Boyega. Ouais, c'est ça, j'ai raté John Boyega, mais comme de 1 mètre, quoi. Genre, j'avais eu le nez creux, puis je vous ai déjà entendu parler longuement de vos expériences avec ça, fait que je savais à peu près qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour essayer de l'avoir. Fait que je m'étais mis derrière et tout ça, j'avais comme pris de l'avant, j'avais repéré par où il pouvait après sortir, hein, parce qu'il avançait petit à petit entre le Star Wars Show puis la porte de sortie. Fait que là, j'ai regardé, ok, il va passer par là parce que la sortie va être là-bas, fait que j'avais commencé à me mettre un peu plus loin, puis il était venu jusqu'à moi, puis au moment où je lui ai tendu, c'était vraiment, il allait prendre mon stylo, ben là il y a un doute qui arrivait avec un fauteuil roulant, fait qu'il a privilégié le mec en fauteuil roulant, ce qui est entièrement normal, je ne me plains pas de ça, c'est normal qu'il ait privilégié ce gars-là, puis c'est le dernier qu'il a fait, mais j'étais quand même un peu frustré pareil, parce que je m'étais dit que ça aurait pu être. Parce que moi, je suis pas du tout un chasseur d'autographes, pour le coup, enfin, je les collectionne pas plus que ça, j'ai beaucoup de ceux quand je m'occupais à QC, mais j'en fais quelques-uns de temps en temps, mais pour ma première célébration, j'avoue que ça aurait été un petit truc en plus que j'aurais pas craché dessus, quoi. Moi, j'ai essayé d'avoir Gina Carano de Mandalorian que j'ai pas eu, mais que Michel à côté de moi a eu. Ça fait partie aussi du charme dans le sens que ça fait un peu il y a plus les files d'attente, mais ce genre de truc en fait un peu partie aussi, tu vois, c'est comme t'essayes d'avoir ça. L'adrénaline et l'attente et tout, ça a quand même son importance que la loterie détruit. C'est le petit charme de célébration. Il y a un petit truc. Après, donc moi, pour ma première expérience, quoi, je sais qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont été un petit peu déçus par cette Star Wars célébration Chicago, pour différents critères en fait. Moi ça reste un souvenir inoubliable parce que c'était ma première expérience de célébration. Je trouve que le show floor, il y en a plein qui me disent il était moins intéressant que d'habitude. Moi j'ai trouvé qu'il était super intéressant parce que les décors... je suis pas d'accord, je trouve que c'était un des meilleurs show floors de célèbres que j'ai vu. Ouais, moi aussi, 2019 c'était un des meilleurs show floors de très loin. C'est les 2 meilleurs, ouais. Voilà, c'était les meilleurs show floors, de très très loin.
genre les intérieurs du Faucon, enfin le X-Wing. C'est ça, il y avait pas ça. Le X-Wing Tyrell, moi j'étais comme un gamin, quoi. Enfin, j'en pouvais plus. Et franchement, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'animations. Moi, je suis allé foutre sur le stand de Bandai un moment, pendant, je vois, presque 1 heure, j'ai monté une petite maquette gratuitement. Enfin, il y avait plein de trucs que je trouvais fantastiques, quoi. Et je trouvais que c'était varié, que bon, moi je suis pas non plus un énorme collectionneur, fait que j'ai pas trop regardé au niveau des prix des boutiques. D'après ce que j'ai compris, c'était pas forcément trop bon marché, mais au niveau des artistes allés, il y avait quand même des trucs assez incroyables. Non, moi j'en garde quand même un super souvenir. Puis même les soirs, enfin entre nous, les soirées. Peut-être un regret, c'est pas avoir été au badge de la 501 parce que qui était ouvert un peu au public en plus, parce que a priori c'était dans un musée et tout, c'était en mode casino, et tous les gens qui y sont allés on dit que c'était vraiment un événement fantastique. Cette année, apparemment, le badge 501, c'était vraiment très très bien. Et moi, j'en ai fait. En 2015, c'était pourri. 2015, c'était vraiment pourri. 2010, c'était moyen. Donc cette année, c'était vraiment amélioré. Bon, c'est un coup raté, hein, si tu veux, mais on ira. Après, on a passé des bonnes soirées pareil. Hein. Et après, au niveau de l'organisation, je trouve qu'ils ont fait un énorme avec les acteurs par rapport à celle de 2017. Au niveau des acteurs, c'était le jour et la nuit, parce que cette fois-ci, en fait, avant, t'allais voir un acteur, tu te mettais devant sa file d'attente, t'attendais, tu savais pas combien de temps t'allais attendre. Et cette fois-ci, ils ont fait des créneaux horaires, et ça a très bien marché, ce qui fait que tu faisais pas plus de 20 minutes par acteur, que ce soit un acteur important ou pas important. Et là, c'était génialissime. On a gagné un temps fou au niveau des dédicaces. Par contre, au niveau du prix, ça a encore droppé, mais de manière vraiment extraordinaire. Et maintenant, ça devenait très très cher. Maintenant, avant je faisais genre une dizaine d'autographes par les célébrations. Là, j'en ai fait moitié moins, mais j'ai plus sélectionné les acteurs. J'ai fait ceux qui étaient moins c'est ça, j'allais moins dire, courants, comme Ahmed Best, voilà, c'est ça. Et c'était au niveau des bonnes affaires, il y en avait, mais il fallait fouiller. Par exemple, il y a Tops qui vendait des autographes de Daisy Ridley à $300, et 2 stands plus loin, la même photo, les mêmes certificats, la même authenticité, la même photo, la même dédicace à 150 au lieu de 300. Et donc avec Paul, on s'est tous les deux pris une Daisy Ridley comme ça. Donc c'était vraiment une très 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 bonne affaire, je crois. Je crois que c'est la meilleure affaire qu'on a fait de la convention. Et pour revenir sur le show floor, moi 2019, pour moi c'était le meilleur show floor que j'ai vu en célébration. Parce que les marques avaient des stands plus importants. Il y avait aussi le stand Galaxy's Edge avec les décors qui étaient merveilleux. C'était ça. Il y avait les décors du Faucon. De Galaxy Edge. C'est ça. La scène du Star Wars Show était magnifique. Voilà, il y avait moins de boutiques, plus d'animation, j'ai l'impression aussi. Et c'était vraiment le show floor, franchement, était de très très grande qualité. Et les panels, même si la loterie c'était n'importe quoi, les panels en tant que tels, ils étaient géniaux. Et la qualité des panels augmente avec le temps. Et par exemple, il y avait aussi, un grand chapeau à Doug Chiang, parce que par exemple, Doug Chiang, à la fin de son panel, il s'est mis à une table et il a fait des dédicaces pour tout le monde. Et le truc le plus fou que j'ai entendu, c'était son assistante qui a dit « Bon, par contre, je vous préviens, et là j'allais dire « Ah, il va en faire qu'un par personne et pas de photo. » Et elle a dit « Il en fera que 3 par personne, et la photo, faut la faire assez vite. » Et puis j'ai trouvé ça hallucinant. C'était génial. Donc voilà, moi j'avais déjà prévu une photo de Podracer à faire signer par lui, enfin c'était génial. Et j'avais offert ma deuxième à Sébastien Minot, parce que grâce à lui on avait fait tous les panels, quoi. Mais voilà, au niveau de la qualité des prestations sur place, en dehors de l'organisation, 2019 c'était pour moi la meilleure. Mon meilleur souvenir, ça restera 2015, parce qu'il y a tout le voyage qu'il y a eu autour, et puis c'était la première bande-annonce de l'épisode 7 depuis 10 ans, quoi. Enfin, c'était assez hallucinant. Au niveau de la hype, 2015, ça sera jamais dépassable. Mais au niveau de la qualité du contenu, je pense que 2019, c'était vraiment super. Mais je parle pas de l'organisation qui était pourrie avec les loteries, mais juste du contenu en tant que tel. Voilà. Ah, c'est sûr. Ouais. Voilà. Vivement la prochaine. C'est ça, je voulais pour qu'on parce que là il est temps, on arrive bientôt on a dépassé l'heure et demie d'émission, et puis moi je vais devoir monter tout ça derrière. Donc je voulais qu'on amorce doucement la conclusion, à savoir au niveau des événements, quel est votre bilan général, et quel événement vous comptez refaire dans l'avenir, et lesquels vous allez zapper. Voilà. Donc on commence par Fabien.
Ok, moi c'est sûr que je pense refaire un Star Wars Celebration, c'est sûr. Après la politique de s'ils commencent vraiment à en faire un tous les ans, ça c'est clair que moi je les ferai pas chacun quoi. J'en ferai un de temps en temps si c'est possible selon mes finances. Mais oui, ça a tellement été quand même un bon moment que je veux revivre ça. Évidemment, les QC, même si maintenant j'habite plus en France, mais j'essaye de revenir à peu près à tous les 2 ans pour venir à ce moment-là quoi. C'est principalement les 2 événements principaux. Puis bien sûr la Montréal Comic Con, puisqu'en plus on continue à faire des panels. Puis à noter, j'en profite aussi pour dire qu'il y a quand même 2-3 petits événements au Québec qui commencent à poindre leur nez depuis quelques années. Je pense à Shawicon, etc., qui sont des petits événements plus sympas aussi, que j'aime bien. Moi j'aime bien ce genre aussi d'événements. J'aime bien les gros événements comme la Star Wars Celebration parce que c'est spécial, mais j'aime principalement, je préfère un petit événement comme des Shawicon que des grosses Comic Con en fait. Polo? Et moi c'est sûr je retournerai à Célébration, donc j'avais pas prévu d'y aller cette année, parce que financièrement c'est quand même c'est un sacré budget et c'est compliqué d'y aller tous les ans. Mais peut-être l'année prochaine si c'est repoussé. Après j'irai forcément à Génération Star Wars, j'habite vraiment à côté et j'ai pour habitude d'y aller tous les ans, c'est aussi un endroit où on se retrouve tous. Et il faut que j'essaye d'aller au Comic Con de Paris pour me faire ma propre idée sur ce salon. Peut-être en fin d'année ou l'année prochaine, je vais voir ce que je fais. Mais j'aimerais bien pouvoir avoir ma propre idée. Et puis j'avais prévu d'aller au Comic Con de Londres cet été, mais malheureusement c'est compromis. Ouais. Et moi c'est un peu comme vous, hein, c'est-à-dire que QC je vais continuer à y aller, hein, je pense que ce sera... Enfin là, moi j'ai un petit paramètre qui par rapport à vous qui fait que d'ici 3 mois je vais être papa. Donc mes priorités ça va pas être les mêmes, mais voilà, de toute façon faut qu'on continue à vivre aussi, donc du coup mon prochain QC ce sera peut-être avec une poussette, mais voilà, je compte bien faire en sorte que QC ça reste quand même mon week-end annuel sur Star Wars. Et concernant les célébrations, comme vous, hein, en fait, c'est un vrai budget, c'est 2000-3000 euros, quelque chose comme ça. Ouais, ça dépend où c'est. Après, ça dépend où c'est en fait aussi. Ça dépend du lieu en fait, ouais. Du lieu, voilà, le lieu, ça dépend. Donc c'est et de ce qu'on fait autour. Oui, exactement. Donc à moins qu'on soit Crésus, on peut pas faire ça tous les ans. Et je pense pas qu'ils veuillent en faire une tous les ans maintenant avec ce qui arrive avec le Covid-19. Ils vont être plus prudents, je pense. Donc c'est clairement quelque chose que j'ai envie de revivre dans ma vie, surtout que là, revoir toutes les vidéos de l'année dernière, ça m'a bien rendu nostalgique et c'est vraiment des émotions que je veux revivre avec vous. Après, c'est clair que tous les ans, faire toutes les célébrations à venir, c'est impossible financièrement au niveau du temps, parce que je vais aussi vouloir partir en vacances avec ma famille et pas forcément mettre tout mon argent là-dedans. Donc voilà, je compte bien en refaire, mais à quel rythme, c'est une très très grosse inconnue. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a un truc que moi j'avais bien aimé l'année dernière, alors là encore j'ai pas fait avant, mais le fait que ça soit dans une ville un peu différente que Anaheim ou Orlando, qui sont des espaces de convention où t'as pas grand chose à visiter autour, à part des parcs d'attractions, dans le sens qu'ils te font venir pour que tu ailles aussi au parc d'attractions et que tu dépenses autour, mais le fait de pouvoir aller faire un peu de tourisme et d'en profiter pour visiter une ville, etc. Chicago, j'ai bien aimé ça en fait, j'ai bien aimé ce côté-là, de pouvoir aussi profiter de ça. À Chicago, il était en centre-ville, comparé aux autres où c'est vraiment excentré à côté des parcs Disney, et c'est vrai qu'il y a pas les parcs. Après, ça avait permis de créer des animations avec les parcs Disney. Non mais parce que dans les parcs Disney c'est bien beau, mais ça fait juste nous faire dépenser encore plus d'argent, et alors déjà que t'en dépenses beaucoup pour une célébration, alors mettons que moi si par exemple l'année prochaine ils proposent Orlando ou Anaheim, je me dis que oui, ça serait l'occasion d'aller à Galaxy's Edge, mais il va y avoir 30 000 personnes qui vont penser la même chose, quoi. Donc, en fait, non, quoi. Découvrir Galaxy's Edge, faut le faire en dehors d'une célébration, je pense. Ouais, parce je pense que... aussi, ouais. Oui, c'est sûr. Une célébration, c'est l'horreur. Sinon, impossible. Ça va être n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. En termes de fréquentation. Bon, je vous remercie de m'avoir accompagné pendant cette heure et demie à nous remémorer nos bons souvenirs de convention. Je suis sûr qu'on en aura plein d'autres à venir bientôt, j'espère. En tout cas, pas cette année avec le virus, mais voilà, 2021, on espère que ça va rattraper tout ça. Une petite pensée pour toutes les personnes qui avaient prévu aussi d'aller à Célébration cette année. Encore une fois, l'heure où on enregistre, c'est pas officiellement annulé, mais je pense que ça le sera au moment où vous écouterez cette émission. Voilà. Bien écoutez, au nom de Fabien, Paul et moi-même,
On vous souhaite une très bonne fin de journée ou de matinée, enfin ça dépend à l'heure où vous écoutez cette émission. Et voilà, que la force soit avec vous. Bye tout le monde. À bientôt.